Plongez dans l'univers fascinant des plantes médicinales avec le podcast L'Apothicaire. Chaque épisode vous guide à travers les secrets des plantes médicinales afin que vous puissiez intégrer ces trésors de la nature dans votre quotidien. Que vous soyez débutant ou connaisseur, L'Apothicaire vous propose un voyage sensoriel et scientifique au cœur des plantes médicinales bienfaisantes. Aujourd'hui, j'ai une entrevue à vous présenter avec un homme que vous avez certainement connu par les réseaux sociaux. Il nous raconte son histoire avec son fils Arthur. Il s'agit de Nicolas Tétrault, qui a vécu un accident, une noyade dans la piscine familiale le 8 octobre 2024. Depuis, Arthur a été pris en charge par une équipe médicale américaine. Son père et sa mère font tout en leur possible pour redonner une vie à leur enfant. Et je vous amène avec moi dans cette entrevue-là afin qu'on puisse bien comprendre tout ce qui s'est passé à partir de l'incident, à partir de l'accident, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, date du tournage, le 12 février. Pour présenter cette entrevue, je tiens à remercier d'abord et avant tout mes commanditaires, Absolue Résidence, XP Béton, Joliane Miron, Services financiers, la savonnerie Blanchot, ainsi que Géopolitique Profonde. À tous, un grand merci de pouvoir rendre possible ce genre de balado. Alors, bonne écoute tout le monde. Merci, Nicolas, d'être là aujourd'hui. Je me sens privilégié de t'avoir avec moi et de pouvoir avoir une belle entrevue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup d'être ici. C'est un grand honneur. D'ailleurs, je disais que je trouvais que tu étais un des Québécois les plus sérieux à faire ce genre d'émission-là. Je te remercie infiniment du respect que tu me portes en m'invitant ici aujourd'hui. Ben écoute, je vais être transparent avec toi. Je trouvais que ton histoire méritait justement qu'on la traite adéquatement pour que les gens qui nous écoutent puissent bien comprendre ce que toi et ta femme et ta famille au complet vivez présentement. D'abord, présente-toi à nous. T'es qui, toi, Nicolas, par rapport au monde qu'on connaît, là? On t'a vu sur les réseaux sociaux, mais présente-toi. Bon, je suis né un 9 novembre 1974, j'ai 50 ans, je commence à être vieux. J'ai commencé au Québec à l'âge de 17 ans à faire des débats télévisés. En fait, ce que je faisais, j'étais jeune, j'écoutais l'actualité, j'étais mordu d'actualité un peu comme toi aujourd'hui et j'appelais les stations de télévision, de radio, « Avez-vous besoin d'un jeune? Avez-vous besoin d'un jeune? » Puis finalement, il y en avait besoin. J'ai fait plein d'émissions de télévision à l'âge de 17 ans. Je me suis fait connaître. J'ai commencé à travailler jeune, Samuel. J'ai commencé à 13 ans. Je regardais ma carte d'assurance sociale avec ma signature d'enfant. Mais je travaillais très, très fort. Puis même en secondaire 5, je déclarais, je pense, 65 000 de revenus pour le comptable en toi à l'époque. Et donc, j'avais un bon crédit. Donc, à 18 ans, j'ai acheté un duplex puis un quadplex avec mon propre crédit. C'est sûr que j'habitais chez papa et maman, ça coûtait pas cher. À 19 ans, je me suis présenté à une élection provinciale pour le Parti québécois. J'étais le plus jeune de l'histoire du Québec, ce qui m'avait donné beaucoup, beaucoup de visibilité parce que c'était M. Parizeau en 1994. Je pense que j'étais le 4e qui avait le plus de visibilité dans son équipe. Donc, j'ai fait des entrevues partout, en France, au Mexique, aux États-Unis, parce que je parlais anglais aussi. Et à 19 ans, je suis devenu comme conseiller de M. Parizeau à demi-temps, puis il est devenu mon ami personnel aussi. C'est un homme qui était fantastique, très, très intelligent, d'une droiture, qu'on soit souverainiste ou pas, c'est pas important. Moi, ce que j'aime, c'est des politiciens qui sont honnêtes, qui mettent pas la main, qui pigent pas dans le sac, qui prennent pas des enveloppes, des gens non corruptibles. Et je pense que M. Parizeau, c'est un grand homme à ce niveau-là. Puis il avait vraiment, indépendamment, encore une fois, qu'on soit souverainiste ou pas, je pense qu'il aimait profondément le Québec. Une de ses passions, c'était la création d'emplois au Québec. Et il avait un grand cœur. Et j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois. Il m'appelait souvent. Puis c'est impressionnant quand tu as 19 ans, puis le premier ministre t'appelle à la maison. Puis ça impressionnait mes parents, ça m'impressionnait moi aussi, mais on est devenus vraiment comme de bons amis quand il nous a quittés, ça m'a fait beaucoup de peine. Je me souviens encore de son numéro quand il n'était plus premier ministre, 514-873-8065. Et c'était un grand homme, donc je lui rends hommage aujourd'hui.
Ensuite, j'ai fait une élection pour le Bloc québécois en 2000. J'ai jamais été vraiment un radical. J'étais vraiment toujours inclusif dans mon approche. Même, j'étais le seul candidat à 19 ans à faire la campagne en anglais. J'allais cogner aux portes de tout le monde. Je parlais anglais tout le temps. Donc, ils étaient impressionnés. Ils n'avaient jamais vu un candidat du Parti québécois qui leur parle en anglais. Puis, ma campagne en 2000, j'ai fait une campagne multilingue parce que c'était à Brossard-la-Prairie. Et plusieurs communautés des Québécois de diverses origines. Et j'avais des pancartes dans toutes sortes de langues. Ils n'avaient jamais vu ça. Puis M. Parizeau était venu m'aider beaucoup à cette campagne-là. Une campagne que j'aurais dû gagner, mais on dirait qu'il y avait des querelles intestines, comme il y a toujours entre le Bloc québécois et le Parti québécois. Puis avant l'élection, le Parti québécois qui était au pouvoir, imagine-toi ce qu'ils ont fait. Ils ont parlé des fusions forcées des villes. Tout le monde déchirait sa chemise, si tu te souviens à l'époque, en 2000, 2001, ils ont dit on va faire la fusion de toutes les grandes villes québécoises. Pourquoi faire ça? Non, c'est ça, 2 semaines avant une élection fédérale, c'était pas pour faire chier le Bloc québécois puis étouffer les chances du Bloc d'avoir un raz-de-marée au Québec. Lors d'une élection où je devais gagner avec tous les sondages internes, les gens sous-estiment, Samuel, leur amour de leur ville, de leur quartier. Et les gens retournaient les cartes du Bloc. Ils ne voulaient pas être fusionnés. Les gens de Brossard ne voulaient pas être fusionnés à Longueuil, etc. Ça a été un vrai bordel pour le Bloc québécois. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été élu à l'Hôtel de Ville de Montréal. Encore là, une élection difficile. J'ai été élu le 4 novembre 2001. Difficile, pourquoi? Parce que c'était la fusion de Montréal. Donc, je n'ai perdu une à cause de ça, mais je n'ai gagné une autre à cause de ça. Je me suis surpris. Puis, on a écopé des défusions à mi-mandat. Un vrai bordel. Je pense que j'ai vieilli de 20 ans dans ce mandat-là parce que... Donc, beaucoup de politique et puis... beaucoup d'amour pour les citoyens. Parallèlement à ça, tu es devenu courtier immobilier aussi. Oui, par la suite, par la bande, parce que quand j'étais à la Ville de Montréal, j'avais bloqué beaucoup de contrats. J'avais reçu beaucoup de lettres d'amour, c'est-à-dire des menaces quand j'étais à la Ville de Montréal. D'ailleurs, j'ai des gens qui m'ont protégé à Ottawa, le Service secret canadien, le SCRS. Qui m'ont protégé longtemps. Il y avait un monsieur qui m'aidait beaucoup, Daniel Fortin, qui a pris sa retraite, que je salue, qui est déménagé au Saguenay, pas au Saguenay, au lac, et un homme très gentil. Puis, par la suite, ben c'est ça, je suis allé dans le domaine privé. Je suis parti d'une structure, Samuel, où il y avait 29 000 employés, plein de syndicats à la Ville de Montréal, puis plein de corruption pour être mon propre patron. Des fois, on dit en anglais « small is beautiful », un emploi plus simple où je pouvais vaquer à mes occupations, puis je ne devais pas répondre à Pierre Jean-Jacques, puis soutenir des influences indues que je ne veux pas soutenir. Donc, ça m'a permis de me replier, de me reculer, puis de voir la vie différemment, mais ça ne m'a jamais enlevé mon amour du Québec, des citoyens, de la politique, puis de vouloir améliorer les choses depuis que je suis jeune. Un peu comme toi, j'ai l'impression qu'on est un peu des copies conformes sur plein d'aspects, et j'admire ça de toi aussi, cette volonté d'améliorer la société, et je ne peux que te donner une tonne de respect. Ben, merci, mais toi, tu as fondé une famille. Donc, tu as une conjointe et ensemble, vous avez 6 enfants. 4 enfants. Exact. 4 enfants, c'est ça. Ah, c'était bon en maths parce que le comptable en toi, Mélissa Marinelli, elle en a 4, moi j'en ai 4. Comment ça se fait que si elle en a 4, j'en ai 4, on n'en a que 6 en tout? Les gens n'arrivent même pas à répondre à cette question simple-là. En fait, Mélissa, elle avait 2 enfants d'un premier mariage. Moi, j'en avais 2 d'un premier, puis ensemble, on en a eu 2. Ah, donc 4 plus 4 égale 6. Oui, c'est ça. OK. Donc, vous avez une belle famille et puis vous décidez un jour de vendre votre maison. Oui. Écoutez, on a vendu, c'est pas si facile. On avait une belle maison sur la rue Desjardins à Pierrefonds, au bord de l'eau. Mais c'est pas facile parce qu'il y a tellement de propagande, zone inondable, pas inondable. J'ai l'impression que la valeur était affectée, puis les taux d'intérêt ne cessaient d'augmenter. Et je l'ai mis en vente. Je me suis dit, bon, on avait comme 1 500 000 d'équité là-dedans. C'est beaucoup d'argent quand même, taxé à 50 %. Donc, je me suis dit, je vais la vendre. Finalement, on l'a vendue. Puis, on s'est dit, si je vais emprunter, bref, on a évalué. Puis, si je louais, je sauvais beaucoup d'argent tous les mois, quelques milliers de dollars. Donc, on a loué une maison. Puis, dans notre promesse de location, on a loué une maison à l'île Bizarre, à 10-12 minutes plus loin, au bord du lac. Une maison de 6 chambres avec une piscine creusée.
Puis il n'y avait pas de clôture autour de la piscine. Donc, comme courtier immobilier... Mais il n'y avait pas de clôture non plus pour pénétrer sur le terrain. Il me semble d'avoir vu une vidéo. Exactement. Donc, c'est une... Tu poses des bonnes questions. Donc, une piscine est installée en arrière, dans la cour. Exact. Et puis, la cour plonge... la cour nous laisse entrevoir même la rivière. C'est la rivière Exact, ou le c'est lac? le lac Okay. des deux montagnes. Parfait. Et c'est une grosse maison, là. C'est le style de grosse maison qui vaut quand même très cher. Vous ne louez pas ça à 800 pièces par mois, là. J'ai négocié, elle demandait 6 800 par mois. Moi, j'ai négocié un bail de 2 ans avec 3 options d'une année à 5 250 par mois. Je l'ai coupé beaucoup. Puis... vous louez ça d'une dame qui est avocate. Oui, Mme Rita Méné, parce que j'ai le droit de nommer, c'est public, M-E-N-N-E-H, qui se dit une grande avocate en droit immobilier. En droit immobilier, donc vous négociez même auprès de son courtier immobilier. Exact. Donc, vous rédigez ensemble un bail tout à fait légal, là, selon les bons documents et tout ça. Ouais, même un avant-bail, Samuel, on a fait une promesse de location avec offre contre offre sur les documents de l'Ordre des courtiers immobiliers. Donc, une maison qui avec beaucoup de chambres pour loger tout le monde. Exact. Avec une piscine creusée. Oui. Et là, vous aménagez là quand? On a aménagé là. On devait aménager le 1er avril, mais elle était en retard dans la... En 2024? 2024, exactement. 2024, donc, j'ai signé le bail en janvier, je pense aux alentours du 14 janvier, 13 janvier 2024, pour une occupation le 1er avril. Donc, elle nous a livré les clés, la maison, le 7 ou le 8 avril. Donc, nous sommes déménagés en retard. Mais dans notre promesse de location, on avait quelques modifications, dont la principale, qui était une condition sine qua non, une condition essentielle à l'exercice du bail, c'était qu'elle installe une clôture, autour de la piscine creusée. C'était dans ma promesse de location, ça a été aussi dans le bail de la Régie du logement. Elle avait jusqu'au 1er juin pour le faire. Puis vient 2-3 semaines avant le 1er juin, il n'y a personne qui est venu prendre les mesures, en tout cas à ma connaissance. On n'est pas toujours là, on travaille le jour. La piscine, il n'y a pas de clôture, donc mon avocate, Elisabeth Wackney, lui envoie une mise en demeure. Elle me demande, elle est où la clôture, maître Rita Méné, propriétaire? Elle ne l'a pas fait. Elle répond même pas. Là, je vais à la ville, à l'arrondissement Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, qui est la ville de Montréal. Exactement comme vous disiez, Samuel, une maison, le règlement municipal est clair. C'est soit qu'à l'Île-Bizarre, soit que ton terrain clôturé, ce qui n'est pas là-bas, il l'est partiellement. S'il ne l'est pas complètement, la piscine doit être clôturée. Dans son cas, elle, les deux ne le respectent pas. Donc, nous, quand on a loué la maison, on a vérifié, on veut toujours savoir qui est propriétaire parce qu'on ne veut pas de problème. Surtout quand tu as 6 enfants. Fait qu'on a une avocate en droit immobilier, on n'aura pas de problème, elle va respecter sa parole, puis elle va la mettre la clôture. Elle ne l'a jamais mise. Mais c'est une construction de quelle année, ça, à peu près? Je pense que la construction, c'est une bonne question. Parce que je des dirais fois, 25 ans peut-être. Donc la piscine aurait été installée là depuis combien de temps? Parce qu'on se pose des questions quand on regarde la vidéo et qu'on voit une piscine accessible à tous, hein, au commun des mortels qui voudraient y aller en passant juste sur le côté de la maison sans même ouvrir une porte de clôture. Et donc, la piscine est à la disposition de tout le monde, bien qu'elle soit sur un terrain privé. Et puis, la ville aurait laissé un terrain et une piscine non clôturée. C'est quand même assez questionnable. C'est quand même, ça peut même être choquant. Mais quoi qu'il en soit, c'est que vous rédigez, vous faites transmettre une mise en demeure, il n'y a pas de réponse. La ville vous dit qu'il n'y a pas de projet ou il n'y a pas de demande de permis pour l'installation d'une piscine, d'une clôture. Exact. C'est ça qu'on comprend? Exactement. Vous comprenez très, très bien. En fait, je pense que vous êtes un des plus vite mentalement sur vos patins à date. Et puis... vous posez les bonnes questions. Même sur le terrain, à l'extérieur, pour la vidéo, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui portent à croire que la construction, l'aménagement paysager, l'aménagement, c'est-à-dire du setup là, en arrière de la cour, n'est pas conforme aux lois de la construction ici au Québec. Puis aux règlements municipaux aussi. Ouais. Donc, exactement.
Donc, qu'est-ce qui arrive quand on a une cour comme ça, qu'on a 4 enfants dans la maison, et puis Là, on qu'il y a en des avait voisins, 6. il y a Ouais, c'est ça. 6 enfants, excusez-moi, Ouais. puis il y a des enfants autour aussi. Oui, parce veut qu'on pas est plus- juste à côté du parc. On ne veut du pas parc, plus attirer les enfants des autres et les mettre en danger. Exact. Qu'est-ce qui se passe à partir On de a envoyé là? une deuxième mise en demeure. Puis, en plus, ce que j'ai fait comme ancien conseiller municipal à la Ville de Montréal, je suis allé voir le département d'urbanisme sur le boulevard Gouin à Sainte-Geneviève. Ils ont été vraiment efficaces a posteriori. Ils sont venus 2 jours après constater qu'il y a comme une grande terrasse. On sort de la maison, de la cuisine, puis ça descend. Puis il y a même un palier qui a peut-être 4 pieds de hauteur, 4 pieds et demi. Donc, c'est très dangereux parce que n'importe qui marche au téléphone, qui ne regarde pas, peut tomber et se casser la gueule sur le béton, 4-5 pieds de hauteur, alors que le règlement, je pense, il prévoit l'équivalent de 40 cm. 40 cm et plus, il doit y avoir un garde-corps, une rampe pour bloquer, pour pas qu'on tombe, pour pas qu'on se fasse mal. Aussi, ils viennent constater, on avait 11 arbres morts. On a fait une plainte à la ville aussi parce que quand je coupais le gazon, il y a une énorme branche qui est tombée juste à côté de moi. Puis imaginez-vous, si ça tombe sur un enfant, on peut mourir, on peut se casser la tête. Puis ils ont envoyé une mise en demeure à cette dame-là. Elle n'a pas répondu à la première mise en demeure de la ville. Elle n'a pas répondu. Est-ce que les loyers étaient versés à tous les mois comme l'entente le prévoyait? Les loyers ont été versés à tous les mois comme l'entente le prévoyait, sauf qu'à partir du mois de juin, on était un petit peu en crise, on va dire les vraies choses. Fait que mon avocate a dit, verse ton loyer, mais retarde-le un petit peu. Retarde-le un petit peu, 1 semaine, 4-5 jours. Montre-lui ton insatisfaction. Parce qu'elle était, pour les gens qui nous écoutent, elle était en défaut de plusieurs autres trucs dans la maison qu'elle n'avait pas fait. Combien peut représenter là, en investissement une clôture autour d'une piscine? Environ 30 000 $, mais il n'y avait pas juste la piscine parce qu'en clôture, on avait mesuré environ 110 pieds de clôture. C'est quand même beaucoup. Plus toute la terrasse extérieure. Puis la difficulté qu'on avait, mon avocate, elle me disait aussi, c'est pas à nous à choisir, c'est inclus dans le bail, on paye pour. C'est pas à nous à choisir une clôture puis aller percer le pavé uni d'une autre maison, d'une tierce partie, parce qu'une fois que tu as percé les blocs, tu causes comme des dommages. Fait que là, nous, on s'ouvrait la porte à une contre-poursuite. On veut pas ce clôture-là, t'endommager notre ciment. Fait que là, nous, on commençait à regarder d'autres maisons, puis on voulait la poursuivre à la Régie du logement également. Donc, la décision de déménager était déjà prise. Oui, on regardait d'autres maisons, exactement. Sauf qu'en même temps, il y a un coût relié à ça. Mm-hmm. Tu sais, l'argent ne pousse pas dans les arbres. On a 6 enfants, donc d'assembler des meubles, mais de défaire les meubles. À chaque fois qu'on en défait, souvent, on en brise également. Mais ce qui vous poussait à vouloir déménager, c'était vraiment le manque de sécurité. Le manque de sécurité. Et il y avait d'autres trucs. Elle devait mettre, par exemple, une porte. Il y a une des portes de garage qui ne se barre pas. T'sais, moi, je fais des vidéos comme toi, je dérange des gens. J'ai eu des menaces dans le passé. Elle devait installer un ouvre-porte garage sécurisé. Elle l'a jamais fait. Il y a une porte qui s'ouvrait. Et il y a plein de trucs qui étaient en défaut, qui étaient inclus dans le bail qui était prévu. Puis, les enfants ont quel âge? En 2024? En 2024, de 2 ans à 14 ans. 2 ans à 14 ans. Comment est-ce qu'on leur explique qu'il y a un danger potentiel avec la cour? Un enfant de 2 ans, on ne peut pas expliquer ça. On les suit tout le temps, le plus qu'on peut, tout le temps. C'est un travail, c'est un stress énorme. On n'a pas le choix, on les suit, puis on les suit. On n'a pas le choix. Pendant l'été, est-ce que vous profitez un peu de la piscine? On n'a même pas pu profiter de la piscine parce que la piscine était brisée en plus. C'était un autre des trucs de la mise en demeure. Quand on remplissait la piscine, elle se vidait. Donc, le moteur fonctionnait même pas pour... vous êtes avec un danger pour lequel vous n'avez aucun plaisir. Et puis, vous êtes dans la maison, il y a un enfant de 2 ans. Est-ce qu'il y en a un qui est un petit peu plus vieux, en bas de 10 ans, par exemple? On a 2 ans, 4 ans. 4 ans. Ouais, Arthur, 2 ans, peut-être à l'époque, doit être 2 ans. Puis Arthur, 4 ans. Puis la prochaine, c'est Olivia qui avait 9 ans, qui a eu 10 ans ensuite. Et donc, 2 et 4, là, on peut comprendre qu'ils ont besoin d'une surveillance accrue. Ouais. Et puis, là, dans le fond,
vous assurer cette protection-là, toi et ta femme, en fermant les portes et puis en vous privant d'avoir un accès à la cour parce que vous savez que les enfants dans la maison peuvent vouloir profiter d'un peu de liberté et de profiter de la cour. Donc, chaque fois qu'ils sont dans la cour, ça vous oblige, vous, à être dans la cour en même temps qu'eux pour pouvoir les hueter. Absolument. Ça se passe bien comme ça pendant tout l'été et même au début de l'automne jusqu'à l'événement. Oui, jusqu'à l'événement. Puis ce qu'on a essayé d'analyser, c'est pourquoi elle ne paie pas cette foutue clôture-là alors que c'est dans les obligations contractuelles au bail puis à la promesse de location. Puis on regarde le registre foncier qui est d'information publique. Donc on regarde combien il y a d'hypothèques sur la maison. Bon, on se rend compte, j'aurais peut-être dû faire ça auparavant, qu'il y a 3 hypothèques qui grèvent la maison. Donc, elle a une hypothèque avec une banque traditionnelle, puis elle a 2 hypothèques privées après. J'appelle un des prêteurs privés, je vois le nom de l'avocat parce que c'est public. Maître Rita Méné a emprunté, je pense, 500-600 000 de plus qu'elle a payé la maison. J'appelle l'avocat, je dis, écoute, les taux d'intérêt, c'est-tu des taux élevés? Il dit, d'après toi, Nicolas, des prêteurs privés en 3e rang, c'est-tu des bons taux? Je dis, non. Il dit, ben, t'as tout compris. Donc, j'imagine qu'elle avait plus de liquidité. Bien, c'est pas à moi de le dire, mais que ça revient moins cher de se défendre comme ça que d'installer 30 000 $ de clôture. Parfait. Donc, et puis, comment se passe le début de la journée du 8 octobre 2024? C'était une journée un peu normale, le travail, la route. Quand on est revenu, c'était une journée où je suis allé chercher William et Olivia à la maison. Eux, ils finissent à 3 heures à leur école à Pierrefonds. Puis je suis allé à la maison, puis je parlais avec eux. On a mangé un peu plus tôt, ils avaient faim. Puis Mélissa devait aller chercher Arthur puis Henri à la garderie. Mélissa, c'est ma femme, Mélissa Marinelli. Oui. Elle devait aller chercher Arthur, qui a 2 ans, à l'époque, 2 ans. Puis Arthur, puis Henri à la piscine. Puis elle allait chercher Samantha, sa fille, allait chercher Max. Puis Samantha, quand elle revient à la maison, elle n'a pas Samantha. Puis elle dit, Samantha, elle a des cours de volleyball après l'école. Elle dit, je vais préparer le souper. Puis j'ai dit, ben moi, je vais aller chercher Samantha en attendant. Puis donc, elle avait les 5 enfants. Puis moi, je suis parti, j'ai quitté la maison vers 5h ou 4h30 pour aller chercher Samantha à son école. Ou 5h, quelque chose comme ça. Puis je suis allé chercher Samantha, je suis revenu. Puis elle avait les 5 enfants. Puis aux alentours de 6h, Arthur, aurait ouvert une porte. Le petit 2 ans aurait ouvert la porte patio de la cuisine, puis il aurait descendu puis serait lancé dans la piscine. Puis tu surveilles pas toujours les enfants. Quand tu prépares le souper, les enfants viennent te voir, les devoirs, tu sais, t'as beaucoup de choses. On était tous au rez-de-chaussée quand c'est arrivé. Puis là, on cherche Arthur, il est où? Arthur, il est où? Puis là, on le trouve pas. Fait que là, tout de suite, on voit que la porte est entrouverte, la porte de la salle à manger. Fait que là, tout de suite, Max, qui est le plus vieux, qui a 14 ans ou 15 ans à l'époque, il a couru puis il a vu Arthur qui flottait sur la piscine. Il faisait 3 degrés cette journée-là. Donc, il flottait sur le dos dans la piscine. J'entends ma femme crier. Moi, j'étais dans le salon. Je cours. Puis là, il monte. Arthur sorti de la piscine, couché sur le ciment. Là, c'est pas possible. C'est pas possible ce qui arrive. Là, je vais voir Arthur. Arthur est couché, 2 ans, tout trempe. On gèle dehors, il fait 3 degrés. Les lèvres toutes noires, les yeux noirs, les bouts des doigts noirs, la peau blanche, complètement inanimé. Puis là, les muscles tout flasques. Il était décédé, là, vraiment décédé. Là, j'ai fait 5 ans de cours de secourisme, sauveteur national à la piscine Pointe-Claire. Puis, ce que j'ai fait, j'ai essayé de voir si je pouvais, s'il y avait un pouls, il n'y avait rien. Le corps était déjà froid, un petit peu commençait à être froid. Là, j'ai vidé les poumons. J'ai essayé de mettre de l'air, mais il y avait plein d'eau dans les poumons. J'ai mis sur le côté, j'ai rentré les doigts un peu pour forcer. Toute l'eau est sortie des poumons. Là, j'ai commencé à lui insérer de l'oxygène de bouche à bouche. Et on a appelé les ambulanciers, le 911. J'ai commencé à faire le massage cardiaque parce que j'avais appris comment le faire. Mais c'est difficile. Moi, je suis un gaillard, là, 240 livres. C'est ton enfant. Imagine-toi tout ce qui te passe par la tête. Puis tu veux pas en même temps casser ses côtes parce que c'est un petit bébé de 2 ans et demi. Tu dois y aller avec
prudence, mais tu dois le faire de façon efficace sans casser ses côtes puis tu dois faire attention parce que comme les muscles ne retiennent plus, tu veux pas briser son cou en même temps. Tu as tout ça qui vient dans la tête, donc tu fais le mieux que tu peux dans des conditions difficiles, puis tu te dis dans ta tête, ça se peut pas, c'est mon fils, là, c'est mon amour, là, c'est les pires moments de ma vie, je te dis, on n'est jamais préparé pour ça. Jamais préparé pour ça. Ça a été les 10-15 minutes les plus longues de ma vie avant que les ambulanciers arrivent, puis même quand ils sont arrivés. T'es croyant? Ouais. T'as demandé... qu'est-ce que t'as demandé à Dieu? J'ai demandé à chaque seconde, mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai demandé, maman, s'il te plaît, aide-moi. Ma mère est décédée. C'était très, très, très dur. Très, très, très dur. T'étais prête à échanger ta vie contre la sienne? 100%. 100%. Puis même encore aujourd'hui, je prie des fois, puis je dis, que je l'ai fait encore ce matin, prenez ma vie en échange, puis faites un miracle avec Arthur. Puis mon père a fait la même chose aussi. Ouais, c'est très, très, très dur. Très dur. On peut pas être préparé pour ça. Puis un enfant, ça t'aime inconditionnellement, c'est plein d'amour, plein de vie. Puis ça fait chier parce que j'avais tout prévu, tu comprends? J'avais négocié ça de bonne foi, c'était un bel endroit. Puis ça me fait chier que cette propriétaire-là, tu sais, qui a 3 enfants, se foutent des gens puis qui mettent pas la clôture autour de la piscine. Tu sais, on peut pas être parfait tout le temps. Tu sais, qui peut être parfait tout le temps? T'as le travail, l'école, les devoirs, les repas, l'épicerie, les cours de volleyball après l'école. Tu peux pas surveiller parfaitement une maison. Puis en même temps, tu sais, l'économie, ça allait pas bien. J'avais pas une tonne de liquidité pendant 2 ans. Le marché immobilier était à terre avec la COVID, les taux d'intérêt élevés, il n'y avait pas d'inventaire. Les courtiers, il n'y avait rien à vendre sur le marché. Parce qu'à ce moment-là, t'es courtier, là. Oui, je suis courtier. Donc, le marché est à terre. Là. En octobre 2020, tu subis une pression par rapport à ta profession. Et puis, là, tu es en J'avais beaucoup d'argent qui dormait. C'est pourquoi je paierais... Combien ça me coûtait avec les nouveaux paiements hypothécaires à Pierrefonds? Ça me coûtait 7 200 par mois d'hypothèque. Les taxes municipales avaient doublé en 10 ans. Tu es rendu à 1000 par mois de taxes municipales. 1100 $ par mois d'assurance. Les assurances avaient triplé, je pense, parce que les bords de l'eau étaient devenus inaccessibles. Tout augmenté. Sans compter l'électricité, etc. Mon break-even, c'était 9200 par mois. Pour une famille de Puis 6 j'avais enfants. 45% d'hypothèque. Imagine-toi. Elle n'est pas nourrie, là, cette famille de 6 enfants. Elle n'est pas nourrie, l'école, les voitures. J'étais étouffé. Puis avec les taxes et les impôts. Fait qu'on a vendu ça, puis je louais une maison de même qualité, grosso modo, pour 4000 de moins par mois. Quand arrive fait la même chose. Quand arrive l'accident, ouais. Et puis, donc, tu réussis à le réanimer. En fait, on ne sait pas s'il y avait pas... mais j'ai pas réussi à le réanimer, mais j'ai réussi vraiment à l'oxygéner au maximum, à faire circuler le sang. Quand les ambulanciers sont venus, peut-être qu'il y avait encore un pouls minime, on ne le sait pas. Mais c'est sûr qu'il n'y avait pas un pouls stable. C'est sûr qu'il a manqué d'oxygène. Tu le vois, quand tu manques d'oxygène, les lèvres deviennent noires, le dessous des yeux, le bout des doigts, des ongles, la peau devient blanche. Puis tu sens, la peau est froide. Là. Donc, il n'y a pas de circulation sanguine. Donc, on a activé ça. Les secouristes sont venus, ambulanciers, pompiers, poste 3 de la police de Ville de Montréal. Les ambulanciers ont pris la relève. Ils ont fait vraiment un bon travail. Ils ont continué ce que j'avais entrepris. Puis ils l'ont envoyé à l'hôpital Lakeshore. L'hôpital Lakeshore à Pointe-Claire. C'est combien de temps du domicile? Je pense qu'ils l'ont fait 20 minutes maximum, mais ils continuaient à donner de l'oxygène, à faire les battements cardiaques. Ils ont préparé son arrivée. Ils ont préparé son arrivée, c'est sûr. Donc, rendu à l'hôpital, il a été traité en priorité. Extrême priorité. Le service à l'hôpital Lakeshore, 100%. 10 sur 10, la perfection.
Et c'est fou comment il y avait du monde dans le corridor qui priait. Il y avait des chrétiens, des juifs, des musulmans, des indiens, des bouddhistes. Tout le monde priait. Le corridor était plein, puis le monde priait. Les policiers étaient restés, les ambulanciers étaient restés, puis ils priaient dans le corridor pour qu'Arthur, premier miracle, qui rétablisse un pouls. Mais premier miracle est arrivé. Tout le corridor, ça priait. C'est fou, j'ai jamais vu ça. Et Arthur, quand ils ont dit « On a un pouls stable, on a un pouls stable », je pensais m'évanouir. On n'arrêtait pas de prier. Tout le monde priait. C'était la première victoire, là. Première victoire incroyable. Merci, bon Dieu. Qui est à la maison avec les enfants? La mère de Mélissa, Linda, puis le père de Mélissa, Carlo, puis mon père était venu aussi. Est-ce que, quand l'événement est arrivé, est-ce que vous avez Tout le monde était là. Tout le monde était là, puis est-ce qu'il y a eu un mouvement de panique où les gens se sont... Les policiers sont habitués, ils nous ont dit, tout le monde, il y avait un moment de panique autour, mais ils voyaient bien que je faisais ce que je pouvais là, j'oxygénais l'enfant, je faisais le massage. Ils ont dû reconnaître que tu as sauvé la vie, là. J'ai sauvé la vie avec l'équipe. Les manœuvres l'ont aidé. 15 minutes de plus d'oxygène, c'est sûr que ça doit aider là, en sortant d'eau. J'imagine que c'est même fondamental là, dans les premières minutes quand il arrive. Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu reconnais ce que tu as fait? Mais je m'en veux aussi, tu comprends? Je m'en veux parce que c'est pas facile quand tu es serré financièrement en liquidité. Puis une maison chère, ça se vend pas du jour au lendemain. Puis quand on a vendu notre maison... Juste que les gens comprennent, j'avais pas le 1,5 million dans mon compte chèque ou le 1,3 million qui restait. Là, on a eu une offre, puis l'acheteur venait de l'étranger. Puis quand l'acheteur il nous a comme mis devant un fait accompli, on avait comme étouffé, j'avais pas le choix de prendre l'offre. Puis quand on a eu l'offre, c'était comme 1,4 million upfront, là, mise de fonds, puis le reste à l'étranger. Je devais prendre, c'était un monsieur riche d'Arabie Saoudite, puis je devais prendre l'équivalent de la balance de vente de ce qui restait en paiement à l'étranger en appartement. J'avais pas le choix. C'était soit ça ou je vendais pas, puis je continuais à payer le 9 300 par mois. Puis c'est pas facile de vendre des maisons au bord de l'eau. Les gens ont peur des inondations. Fait que on a fini par prendre l'offre, mais des condos à Dubaï, ça se vend pas du jour au lendemain. Là. C'est pas... Fait que j'avais pas une tonne de liquidité, mais j'avais des actifs, mais j'avais pas de liquidité. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je voulais pas dépenser. Ça coûte cher un déménagement, juste d'enlever, de défaire tous les meubles, puis de déménager, c'est un 10 000 $. Moi, je suis pas manuel. J'ai étudié 6 ans à l'université. Je suis pas manuel. Donc, il y a des coûts. Déménagement, c'est cher. Fait que trouver une autre maison, briser un bail, elle va-tu me poursuivre, pas me poursuivre? J'ai-tu le droit de casser un bail parce qu'elle n'a pas mis la clôture autour de la piscine, parce qu'elle est en défaut de plein d'autres affaires, mais est-ce que ça me donne le droit unilatéralement, sans un jugement, de briser un bail? Tu comprends? Je voulais pas... Donc, toute cette pression-là. Je veux pas me ramasser qu'une autre poursuite de 50 000 où j'ai un bail de 2 ans, mais fait le calcul 2 ans, première année à 5 200, deuxième année à 5 800. Tu sais, c'est de l'argent, là. À un moment donné, taxé à 50 %. Essaye juste de défendre la famille. J'ai 2 écoles privées à payer. J'ai les garderies. Ça coûte cher, les garderies. Moi, je suis pas un CPE, là, parce qu'il n'y a pas de place dans les CPE. C'est un autre truc, mais juste en garderie, j'étais à 1 500 par mois. Tu sais, plus les deux. Je veux dire, à un moment donné, la réalité, là, on fait ce qu'on peut. Puis, donc, quand le petit, il a son pouls. Ouais. Là, il l'envoie aux Children. Là, il l'envoie aux Children. La même soirée. Le même soir. Oui, la même, mettons, je me souviens plus, c'était vers 7-8 heures, escorte policière, l'ambulance. Nous, on rentre dans la voiture des policiers, moi et Mélissa. Puis on s'est rendu, je pense, de Pointe-Claire aux Children en 20 minutes. Ça a été vraiment rapide. Il y a un docteur qui nous attendait avec toute l'équipe médicale, docteur Francoeur, qui est un anglophone, mais son nom de famille, c'est Francoeur. Très gentil, qui a fait un excellent travail de stabilisation d'Arthur. Pourquoi c'est cet hôpital-là qui a été choisi? Parce qu'ils sont plus spécialisés. Je pense que ils vont par... lequel des deux, Sainte-Justine ou Montreal Children, c'est pas moi qui décide. C'est les médecins. C'est eux autres, entre eux. Eux autres, dans le fond, ils valident si les professionnels sont là et qu'ils peuvent le prendre. Ouais. Donc, il y a une autorisation qui est faite avant le transfert. Ouais. On n'arrive pas là comme on arrive surtout chez pas avec un colo. Ouais. Et puis, donc, on prépare l'arrivée d'Arthur. Ouais. Et lorsque on le transfère et lorsque vous arrivez à l'hôpital,
comment est-ce qu'on vous gère? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui arrive? Écoute, le premier, je voulais dire que l'hôpital Montreal Children, Dr. Francoeur, était en contact, en liaison aussi avec l'hôpital Lakeshore de Pointe-Claire, dans l'ouest de l'île de Montréal. Donc, ils étaient en contact. Qu'est-ce qu'on fait? Ils se sont bien parlé. Quand on arrive là-bas, il y avait toute une équipe qui l'attendait. Puis, nous, ils nous ont montré une salle où les parents peuvent s'asseoir. Il y avait les policiers qui étaient là aussi. Même le patron du poste 3 est venu, que je salue, le poste de police 3. Les ambulanciers, il y en a même qui sont restés. Donc, on a été bien accueillis. Puis, ils ont procédé à la stabilisation, le mettre dans une chambre. Comme il y a plein de protocoles, quand le corps devient froid, ils ne peuvent pas remettre le corps à la température tout de suite, en tout cas, selon leur protocole. Ils ont, pendant une semaine ou 10 jours, tranquillement gardé son corps artificiellement froid, ce qui est horrible à voir pour des parents parce que le corps veut redevenir chaud, mais eux, ils le mettaient dans des couvertes climatisées, pas de vêtements, des machines à climatiser sur lui. Ça, c'était très, très dur pour le corps du fils, parce qu'ils disent qu'il peut avoir un choc thermique, ça peut avoir des effets secondaires. C'est très dur à voir l'enfant qui veut se réchauffer puis qui est artificiellement gardé très, très froid. Le corps veut pas ça. La bonne chose, c'est qu'Arthur, la première journée, le lendemain, qui est à l'hôpital, la première journée, suite à l'événement, l'accident, il respirait plus fort que le respirateur. Donc, ses poumons, sa capacité, le respirateur était là, mais en anglais, il dit « he was overbreathing the ventilator » parce que tout est en anglais là-bas essentiellement. Donc, il respirait plus fort que le ventilateur. Donc, c'est vraiment un bon signe. Son corps était quand même fort. Donc, ça vous donne l'espoir, là. Tout nous donne d'espoir. Juste le fait qu'il soit en vie, il y a de la chance. Il y a de l'espoir à 2 ans et demi, à 2 ans à l'époque et 5 mois. On se dit, regarde, ils produisent beaucoup de cellules souches. La médecine, aussi, il faut comprendre le raisonnement des parents. Moi, je suis consultant d'une compagnie de recherche médicale avec plein de médecins et de chercheurs aussi qui nous alimentent aussi bénévolement, en toutes sortes de trucs, de conseils médicaux. Ils sont même venus à l'hôpital, des médecins undercover pour voir l'enfant. Donc, on a accès à toutes sortes de solutions, puis ils évaluent de façon indépendante et autonome l'état d'Arthur, sa médication et tout, quoi faire, comment aller de l'avant, qu'est-ce qui se passe au Montreal Children. C'est quoi à quoi on s'attend à ce moment-là pour le petit? On s'attend à le sauver et qu'il reste légume ou... C'est quoi? Mais on ne l'a jamais vu, même en date d'aujourd'hui, en date d'enregistrer l'émission, on n'a jamais vu Arthur sans drogue. On ne l'a jamais vu. Il n'y a personne qui a été capable de constater son état cognitif, son état mental en date d'aujourd'hui parce qu'il a été médicamenté. Donc, tout ce qu'on fait en ce moment, je sais qu'on saute du coq à l'âne, mais on est en train de réduire la quantité phénoménale de drogue ou quantité ahurissante ou hors norme qu'il y a reçu au Québec. On va y aller par étapes pour qu'on situe bien là, comment ça se passe parce que il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de personnes impliquées. Effectivement. Je tiens vraiment à ce qu'on puisse clarifier ça pour la bonne compréhension. C'est que là, on est combien de temps à cet hôpital-là à vivre d'espoir? Oui, nous sommes arrivés le 8 octobre et nous avons quitté le 25 novembre. Donc 8, un mois et plus qu'un mois et demi. Mettons 7 semaines. 7 semaines. Et puis... à peu près, hein? 6,5, 7. C'est ça. On comprend que on est dans le long terme. Là. On est dans... Et puis, donc, pendant ce temps-là, votre vie est sur pause, votre vie professionnelle. On dort à l'hôpital tous les jours dans la chambre du bébé. Et puis, il y a des gens c'est la belle-mère qui s'occupe des 5 autres enfants? Oui. OK. Parce qu'il y en a un qui a 4 ans. Et les parents, parce que les 2 plus vieux de Mélissa sont on les a envoyés avec son papa, avec leur père, puis moi, j'ai envoyé avec mon ex-femme. Donc, tout le monde est inquiet, tout le monde vit pour avoir de meilleures nouvelles. Et puis, est-ce que vous voyez une évolution qui vous permet de dire on est sur la bonne voie, on peut s'encourager pendant du 8 octobre à la fin novembre? Oui, ce qu'on a fait, c'est une bonne question. En fait, on a fait ce que n'importe quel parent ou membre d'une famille ferait. Je ne sais pas si vous avez des frères ou des sœurs, ou en tout cas si, mettons, quelqu'un proche de vous était dans cette situation-là.
pendant de longues heures, on a du temps à l'hôpital quand même, parce qu'on n'est pas médecin. Donc, on regardait quelles sont les équipes médicales spécialisées ou les traitements spécialisés offerts sur la planète, idéalement en Amérique du Nord, par des médecins pour des gens qui souffrent d'une noyade, qui ont souffert d'une noyade, qui ont manqué d'oxygène. Puis ça se compare souvent aussi à un infarctus où on peut manquer aussi d'oxygène pendant longtemps. C'est les mêmes séquelles. Donc, on a trouvé en Nouvelle-Orléans un docteur mondialement connu qui est un prof d'université, un prof de médecine à l'Université d'État de la Louisiane, docteur Paul G. Harch, H-A-R-C-H, que vous pouvez faire vos propres recherches, qui a traité 160 enfants victimes d'une noyade. Parce que vous n'aviez pas confiance à l'équipe de Montréal? À Montréal, ce sont des généralistes. Hein? Une urgence, okay. c'est comme tu sais, au Québec, on a nos spécialités, j'imagine. Je ne sais pas, se péter la gueule sur de la glace, j'imagine. C'est un exemple peut-être stupide. Mais dans le sud des États-Unis, il y a beaucoup plus de noyades. Hein? OK, donc, il y a une expertise qui est là-bas. Oui, depuis 38 ans. Toi, moi, je les ai contactés tout de suite. OK, donc, pendant que tu es à l'hôpital avec ta femme, ouais. Tu commences à... Quand est-ce que tu décides de dire on va approcher un autre hôpital, une autre unité de soins? Aussitôt qu'on a commencé à se rendre compte qu'il y avait beaucoup de négativisme au sein du palier, au sein du département des soins intensifs pédiatriques d'Hôpital Montreal Montreal Children, on a commencé tout de suite à regarder quelles sont les alternatives. Du négativisme, ça veut dire quoi? Pessimisme. Il ne sera jamais correct. Il va être un légume. Quand on a commencé à offrir... On vous prépare tranquillement à accepter une réalité. Très peu subtilement. Oui, c'est comme si les dés étaient comme pipés d'avance alors qu'on ne l'a jamais vu sans drogue. Tu comprends? Puis basé sur... leur expérience, leur expertise, et sur un IRM du cerveau, une imagerie médicale du cerveau qui montrait qu'il y avait quelques dommages, pas des dommages majeurs, mais il y avait quelques dommages, ce qui est normal avec une noyade quand on manque d'oxygène. Nous, ce qu'on a fait, c'est l'approche scientifique. Quand si tu étudies longtemps à l'université ou au cégep, tu as une approche graduelle, puis c'est la moindre des choses de vérifier avec d'autres experts. Tu veux toujours avoir... Est-ce qu'eux l'ont fait? Est-ce qu'eux ont communiqué avec d'autres experts mondiaux pour venir supporter leur évaluation de la situation? Non, absolument pas. Non, ils me l'ont dit clairement qu'ils n'avaient rien à apprendre des Américains. Okay. Puis pourtant, les Américains, c'est pas qu'ils sont Américains, ça fait pas d'eux des meilleurs, mais quand on a des gens qui, peu importe où ils habitent, ont développé une expertise en noyade, ben c'est la moindre des choses d'écouter leurs conseils, non? Mm-hmm. Surtout quand ils sont pas arrogants. C'est un prof de médecine, hein? 75 ans, c'est pas... je veux dire, donc, ils l'ont pas... On a offert de les mettre en contact. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a envoyé tous nos résultats médicaux à l'équipe de médecins américains en noyade. On a envoyé des vidéos, des photos, on l'écoutait respirer, on envoyait des respirer à Arthur, on envoyait tout. Puis il nous a dit, à la lecture de l'imagerie médicale, l'imagerie cérébrale en imagerie nucléaire, l'IRM, à la lecture des vidéos, à l'écoute des vidéos, de tout le dossier médical, il nous a dit, Nicolas, on a essentiellement traité des cas 60, 50, 80% pire que l'état de ton fils. Et certains vont à l'école aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Ça donne beaucoup d'espoir. Puis j'ai tous les enregistrements d'ailleurs. J'ai tout gardé. J'ai les enregistrements de ce médecin-là. Est-ce que vous confrontez à ce moment-là les paroles ou le diagnostic 100%. En tout cas, mais gentiment, parce que tu n'es pas dans une position d'aller brasser ceux qui ont la vie de tes enfants. Comment est-ce qu'ils reçoivent? Ils ne reçoivent pas. Les Américains, on n'a rien à apprendre d'eux. C'est des charlatans. À quel niveau des charlatans? Parce qu'ils utilisent pour la noyade la médecine hyperbare qui vient réoxygéner le cerveau. En fait, principe de base, c'est quand un enfant manque d'oxygène, ben on devrait lui administrer immédiatement de l'oxygène, que ce soit à la naissance, souvent il manque d'oxygène, quand on accouche une femme, on accouche la maman, ou quelqu'un qui a un infarctus, un adulte, dès que le cerveau manque d'oxygène, on doit lui donner de l'oxygène. Et la médecine hyperbare permet une très, très grande... je sais pas comment, un apport en oxygène de façon incroyable, qui va au-delà du 100% d'oxygène dans les vaisseaux sanguins. Donc, vous êtes confronté à Montréal, où on vous dit, vous savez que pour votre enfant, c'est pas un avenir rose, et puis
de votre propre chef, vous allez chercher une autre expertise et vous amenez ça à l'équipe de Montréal et on refuse de collaborer. On refuse tout traitement aussi simple que de donner, de monter le niveau d'oxygène dans son respirateur de 20 à 30%, 45 minutes par jour, 2 fois par jour. Ils refusent ça. Ce qui aurait coûté 10 $ d'oxygène en un mois maximum, ils refusent ça. Or, plusieurs études en médecine aux États-Unis prouvent que chez quelqu'un qui a un infarctus, n'importe quel âge, ou qui a un traumatisme crânien, ou qui manque d'oxygène au cerveau, une noyade, de donner 2 fois par jour un supplément d'oxygène minime de 20 à 30% d'oxygène, 1 heure par jour maximum, 2 fois par jour, vient activer la de tissus endommagés au cerveau très, très, très rapidement et bloque un effet secondaire de la noyade qui s'appelle la dystonie, ou en anglais, on appelle ça brainstorming, qui est une capacité. Souvent, les gens qui ont manqué d'oxygène au cerveau en viennent à contracter de façon indue, très, très forte, leurs bras, leurs jambes, se contractent le dos un peu comme une banane pliée sur eux-mêmes. Et ça vient éliminer ça après 3 ou 4 jours de traitement. Mais est-ce que toi et ta femme, vous êtes montés plus haut que l'équipe médicale? Est-ce que vous avez communiqué avec la direction de l'hôpital, le ministre de la Santé? Je ne sais pas. J'ai communiqué avec le ministre de la Santé. Il ne m'a jamais rappelé. J'ai communiqué avec même des gens de la CAQ, des sous-ministres ne m'ont jamais rappelé. Puis comment ça fonctionne, c'est comme une armée. Hein? Le patron du département de l'unité des soins intensifs à l'hôpital, c'est lui qui est le patron. C'est lui le boss de son département. Je ne peux pas aller plus haut que lui. J'ai communiqué avec lui. J'ai dit, l'équipe médicale de l'Université d'État de la Louisiane voudrait vous parler. Le prof mondialement connu en médecine qui a traité plusieurs noyades aimerait vous parler. Non. Il ne voulait pas parler à personne. Donc, ce qu'ils ont fait, au lieu de donner 10 $ d'oxygène, ils ont administré peut-être 150 000, 200 000 $ de médicaments à mon fils. Un cocktail incroyable. Et mon fils... était comme une banane à la fin, le dos courbé. Oui, mais pire, sa dystonie, là, il contractait ses muscles très, très violemment, assez pour détériorer ses muscles. Puis j'ai des photos, il était couché tout croche dans le lit, le dos arqué, et ils ont refusé de faire un traitement pourtant fort simple, qui je vous expliquerai... excusez-moi, qui a marché après la première fois qu'on l'a essayé, il faisait plus de dystonie. Un autre truc qu'ils ont refusé, c'est une trachéotomie. Parce que ce que les médecins américains m'ont expliqué, c'est quand quelqu'un a un infarctus ou manque d'oxygène au cerveau, se noie, tous les cartilages dans le corps deviennent mous, souples, flasques. Pourquoi? Parce que c'est très peu vascularisé. Il n'y a pas beaucoup de vaisseaux sanguins dans les cartilages, quand vous vous souvenez là, de vos cours de bio, des petits vaisseaux capillaires qui vont dedans. Et quand un enfant se noie, la statistique de l'université, le département de médecine, 80% des enfants qui se noient, qui survivent après, ne peuvent pas respirer par eux-mêmes pendant 1 année à peu près, plusieurs mois, le temps que le cartilage, qui est devenu très mou, parce que quand le cartilage de la gorge est mou, ça muelle, ça bloque la capacité de respirer. Aussi, quand on intube un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 1 an, suite à une noyade, on peut avoir endommagé le cartilage de la gorge. Parce que quand tu rentres le tube, disons que tu y vas pas par 4 chemins, là. Tu y vas vite parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc, là, il avait enlevé le tube d'Arthur à l'hôpital Montréal pour Montréal Children. Puis il a respiré 12 heures, mais t'entendais parce que le cartilage bloquait, mais il respirait bien. Mais il était tellement surdrogué parce que, tu sais, quand on donne trop de drogue pour calmer la dystonie, ça affecte le système nerveux central. C'est comme quand tu fais une surdose. Je ne sais pas si tu as vu des vidéos des humains qui sont surdosés sur de drogue dans la rue. C'est le même effet. Donc, le diaphragme du côté gauche d'Arthur était comme paralysé. Il ne fonctionnait pas. Mais eux, ils disaient que c'est à cause des problèmes au cerveau. Mais nous, on leur disait qu'il est peut-être surdrogué. Vous refusez le travail de dystonie, pour enlever la dystonie d'oxygénation. Donnez-lui une trachéo. Une trachéo, c'est un petit trou dans le bas de la gorge. Souvent, les gens qui ont un infarctus ont ça. Le temps que le cartilage redevienne solide et capable de contrôler la trachée puis l'œsophage. Tu sais, ça a un rôle de pousser un, tasser l'autre. Et
Il refusait même de faire une trachéotomie, ce qui nous aurait permis de prouver, comme les médecins américains me disaient, s'il y a une trachéo, on le voit. Il y avait toutes les données médicales. Dès la journée 1, le lendemain, on voit le bébé capable de respirer tout seul. Il surrespire le ventilateur. Donc, faites-lui une trachéo, il va respirer. Il refusait ça. Puis, il faisait la promotion de harvesting the organs. Il ne nous obligeait pas. Mais il en parlait beaucoup. Comme c'est la bonne chose à faire, il faut donner les organes. Non, c'est vrai que la moralité, c'est vrai de faire ça. Non, mais on va replacer ça, là, parce que c'est très gros. Pendant qu'on soigne ton fils, pendant que vous allez chercher un autre point de vue médical que vous n'avez pas trouvé sur YouTube, ce n'est pas des recherches personnalisées sur YouTube, là, vous avez du monde, des humains qui en font une spécialité, qui sont prêts à collaborer à distance avec l'équipe de Montréal. Tu me dis que on est peut-être préparé le don d'organes, que ton fils pouvait devenir un donneur. Oui. Oui, ils sont allés voir Milsa, puis ils ont suggéré fortement qu'on devrait donner les organes, que ça ne servait à rien de s'acharner, que l'enfant ne sera jamais en meilleure condition que ça, ne sera jamais capable de respirer par lui-même, que Arthur ne sera jamais capable de bouger, qu'il est à toute fin pratique un légume. Et on dit ça à tous les membres de la famille, puis même à ma belle-mère. Puis, c'était un travail insidieux, insidieux dans le sens, ils viennent, pas juste un, mais plusieurs personnes viennent te dire la même chose. C'est comme bien structuré, leur espèce de message est bien passé, propagande interne. Est-ce que tu as pensé de le changer d'hôpital pour un autre hôpital, c'est-à-dire au Québec? Ben, ce que j'ai fait, parce que c'est un travail graduel, on pense à tout ça, c'est sûr. On a pensé à le sortir du Québec aussi, de l'envoyer à Toronto. On a failli l'envoyer en Ontario. La problématique qu'on avait, c'est qu'à Sainte-Justine, j'ai réussi à parler aussi à un grand prof de médecine à Sainte-Justine, un spécialiste mondial en médecine hyperbare et chercheur à l'Université de Montréal, le docteur Pierre Marois, qui est venu aussi de façon undercover, si vous voulez, discrète et non officielle. Il est venu constater l'état physique d'Arthur, regarder toute la quantité ahurissante de médicaments. Mais il a aussi parlé à des médecins à l'hôpital Children. C'est délicat parce que c'est comme des hôpitaux concurrents aussi. Hein. C'est la version pour enfants francophones, l'autre, c'est la version pour enfants anglophones. Il y a comme une concurrence entre ces deux institutions-là, mais lui... Oui, mais est-ce qu'on peut le sauver, là? Je veux dire... Ben lui, il leur a comme dit, écoutez, vous devriez écouter ce que le médecin américain Paul Harsh dit, parce que lui, il le connaît. Il dit, Paul Harsh, c'est une sommité mondiale. Donc, il y a un médecin, un spécialiste, un chercheur au Québec qui approuve les dires de l'opinion médicale que vous êtes allé chercher aux États-Unis. À 100% qu'il l'approuve. Il a même laissé des patients pendant 45 minutes pour expliquer comment cette médecine hyperbare ou comment même l'apport d'oxygène que n'importe quel humain peut même faire chez eux avec une petite bonbonne d'oxygène que l'hôpital aurait pu faire, leur a tout expliqué que ce que M. Harsh disait, c'était la résultante de 38 années d'expertise en noyade, documentée de A à Z par une faculté de médecine. Puis là, vous réagissez comment, ton épouse, toi, les enfants? On est encouragé qu'un médecin d'une sommité mondiale québécoise, canadienne, appuie nos démarches. Mais encore là, ça a été balayé du revers de la main. Il ne peut pas prendre le petit? Non, il ne pouvait pas le prendre. Il ne peut pas le transférer? Non. Est-ce qu'il y a une loi qui nous a... On aurait pu, mais à Sainte-Justine, il m'a dit, écoute, il dit à Sainte-Justine en ce moment, et c'est pour ça que c'est un autre sujet qu'on va peut-être approcher, c'est que le Santé Canada a voté des règlements, pas voté, ont imposé des règlements qui briment l'accès, qui limitent l'accès à la médecine hyperbare à 2 ou 3 quelques petites problématiques médicales et qui essentiellement bloque l'utilisation. Donc, il m'a dit... C'est pas quelque chose qui coûte très cher. Et pourtant, on a les meilleures machines. Puis on a un des plus grands spécialistes mondiaux, Pierre Marois, 35 ans à Sainte-Justine, chercheur émérite, un des 2 ou 3 personnes qui a publié le plus en médecine hyperbare, qui venait juste de publier une recherche mondialement reconnue en 2024 par le gouvernement du Québec, l'Université de Montréal et Sainte-Justine conjointement,
où il démontrait que la paralysie cérébrale chez les enfants, qui est un peu la résultante, un peu comme ce qu'Arthur vit partiellement, ou que d'autres gens qui ont un infarctus, qui ont manqué d'oxygène au cerveau, c'est à peu près la même chose, a démontré que la médecine hyperbare augmentait la survie et la guérison de 28 fois à 32 fois. Pour le comptable en toi, c'est pas 20, tu le sais mieux que n'importe qui, c'est pas 28% ou 32%, c'est 2800% à 3200% plus de résultats que n'importe quelle autre approche. Et ça a été fait au Québec, cette étude-là, à l'Université de Montréal, chez nous, avec 400 enfants québécois. Et ça bloque. Et là, c'est bloqué par le gouvernement de Justin Trudeau qui, tu sais, on sait que les plus grands lobbyistes à Ottawa, c'est pharmacologie, assurance et système bancaire. À eux seuls, c'est peut-être 50-60% de l'enveloppe de lobby. Ils ont enlevé ça. Ils veulent pas que ce soit. Seulement si vous êtes en santé, Samuel, vous pouvez y aller, ou si vous avez souffert d'une intoxication au monoxyde de carbone, ou si vous avez eu un accident de plongée avec tous les équipements. Donc, on est dans un hôpital qui veut qu'on donne les organes de notre fils, qui a 2 ans. Qui en font la promotion, en tout cas. Oui, qui est noble en soi. OK. Puis, on a à côté de ça un imminent spécialiste qui vient confronter ce diagnostic-là ici même au Québec. Ouais. Et on a un hôpital, on a un chercheur, on a quelqu'un de spécialisé, un prof de médecine aux États-Unis. Et puis là, comment est-ce qu'on gère ça? Parce que là, tu es avec ta femme le soir et puis vous devez discuter de ça souvent. Comment est-ce qu'on gère? Parce que là, il y a des décisions à prendre. Vous devez confronter une équipe médicale, mais on ne transfère pas un enfant comme on envoie un courriel, là. C'est pas aussi simple que ça, là. Ça représente... il y a une équipe médicale qui doit suivre un enfant, de suivre un patient quand il est transféré d'un endroit à l'autre. Ça serait déjà compliqué d'un hôpital à l'autre, dans la même province. Exact. Là, comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que le petit a un passeport, par exemple? Oui, ça, c'est une bonne question. Une chance qu'on avait le passeport. Ça, on a sauvé cette démarche-là. Merci de me rappeler. On avait le passeport. Ce qu'on a fait, on a beaucoup de gens qui m'appuient. J'ai un ami, un de mes meilleurs amis, qui travaille, en tout cas, qui est consultant pour les services secrets, qui est un grand universitaire, très intelligent. J'ai des médecins qui m'ont aidé, je ne vais pas tous les nommer, dont Pierre Marois, parce qu'il y en a qui ne veulent pas être nommés. On a un réseau autour de nous. Fait qu'on avait l'option, si on le transférait au Québec, c'est parce que c'est dur pour le corps, transférer d'un hôpital à l'autre. Fait qu'on ne voulait pas faire 2 transferts. Puis, on regardait Toronto. À Toronto, ils étaient prêts à le prendre. Puis, ils nous donnaient... Fais attention à ce que je dis, mais on aurait eu accès à de la médecine hyperbare, même si on n'avait pas nécessairement le droit. Okay. Ils l'auraient comme fait. Okay. Mais c'est touchy parce que... C'est un aspect de recherche, peut-être? Je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas. Je ne veux pas parler, mais il l'aurait peut-être fait, mais la problématique... On ne mettra pas personne dans le trouble. De toute façon, ça n'a pas été une option qui a été retenue. C'est pas ça, exact. Okay. Donc, finalement, l'option valable, de toute façon, on va aller voir le meilleur dans le domaine, qui est Paul Harsh, en Nouvelle-Orléans. Ce qui a accéléré la démarche, c'est qu'on ne savait pas. On a été convoqués, je pense, autour du 15 ou le 14 novembre, ma femme et moi. L'équipe, il y a quelques médecins qui veulent vous voir. Puis là, c'est la pire chose qui nous est arrivée de notre vie après la noyade, c'est que Samuel, il nous rentre dans une salle et ils nous disent, nous avons décidé unilatéralement qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir pour Arthur, alors qu'on leur a déjà donné plein de pistes de solutions à faire, dont la trachéo, dont augmenter l'oxygène. Ils refusaient catégoriquement tout. On leur disait aussi, Arthur, il est surdrogué, mais ils s'en foutent. Donc, ils nous ont dit, on a décidé dans notre grande sagesse, le comité de déontologie, de moralité de l'hôpital, qui est composé de collègues qui n'ont aucune autonomie entre eux. En fait, ils travaillent tous pour le même hôpital. C'est des collègues de la pédiatrie. On va débrancher Arthur après le 29 novembre et que s'il y a un infarctus ou n'importe quoi, s'il y a besoin d'aide, on ne va rien faire, on n'interviendra plus. Alors, préparez les funérailles. Donc, Mélissa et moi, on se fait dire ça le 14 ou le 15 novembre, puis qu'on a jusqu'au 29 novembre pour sortir notre enfant de l'hôpital. Ils nous ont dit que vous ne pouvez pas l'amener à la maison, vous ne pouvez pas l'amener dans une clinique privée parce qu'on regardait d'autres options, médecin à la maison, infirmier, infirmière. Non, vous ne pouvez pas. On ne vous autorise à le déménager que si et seulement si il va dans un autre hôpital et qu'il va dans une unité de soins intensifs. Ça s'appelle PICU,
Pediatric Intensive Care Unit. Tout le monde appelle ça comme ça, même dans les hôpitaux francophones, mais c'est l'unité de soins pédiatriques intensifs. Finalement, on a eu comme 14 jours pour sauver la vie de notre enfant. J'avais pas de liquidité. J'ai appelé mon courtier à Dubaï. J'avais quelques petits appartements qui m'avaient été échangés pour la vente de ma maison il y a quelques mois. J'ai dit, vends ça, escompte le prix, j'ai besoin d'argent tout de suite, faut que je paye un avion ambulance avec un médecin. Ça coûte combien un avion ambulance? Ça m'a coûté 32 000 US avec le taux de change. Aujourd'hui, il faudrait faire la conversion. Okay. C'est 32 000 américains, mais il faut la trouver. Puis il faut que tu en trouves une dans 14 jours. Il faut en trouver une qui est prête à venir à Montréal. Avec une équipe. Parce que avec un ambulancier, équipe ça vient ambulance, avec une équipe. Médecin. Ça vient avec une équipe. Mais c'est un extra. Ouais. Chaque membre du personnel que tu ajoutes, ça coûte cher. Donc, il fallait que je trouve un médecin, pas généraliste. Il fallait que je trouve un médecin spécialisé en enfants. En soins pédiatriques, parce que c'est pas la même taille, là. Un bébé de 35 livres, de 2 ans et demi, puis un adulte comme vous, là, 200 livres, un gaillard, un colosse comme vous, c'est pas la même chose. Donc, vous savez, ça a été très, très dur. Appelle les compagnies, puis on se tourne pas sur un 10 sous. On n'a pas de temps. On a une épée de Damoclès. Donc, il faut trouver de l'argent. Il faut trouver l'équipe médicale, l'avion, etc. Il faut trouver l'hôpital. OK, on s'y prend comment? Parce que là, vous êtes deux. Dans votre équipe, là, avec ta femme, vous êtes deux. Là. Ouais. Alors, toi, tu trouves l'argent? Moi, je trouve l'argent avec notre courtier à Dubaï. Il a vendu 2 appartements. Il a vendu un appartement comme vite à rabais. Il m'a donné comme 100 000 là, pour bouger ou 120 000 pour bouger tout de suite. Là, il fallait que je trouve une compagnie d'aviation qui est capable, en dedans de 14 jours ou 13 jours, le temps que tu trouves l'argent, d'envoyer un avion à Montréal, trouver un médecin spécialisé pour enfants, urgentiste, urgentologue, qui est capable de pallier un problème, d'avoir les équipements dans son appareil pour enfants, parce que des avions médicaux, des jets privés, mais il faut que tu aies les équipements qui vont avec sa condition. Il faut que je trouve une destination. L'avion s'en va où? Je parlais à un hôpital aux États-Unis, 2 hôpitaux, un hôpital au Mexique. Mais on essaie de se rapprocher du médecin spécialiste. Le spécialiste là-bas. Donc, le scénario de rêve, c'était d'aller dans la ville de Nouvelle-Orléans. Notre plan B, c'était d'aller au Mexique, dans une ville médicale qui s'appelle Monterrey, ou d'aller n'importe où ailleurs. Fait que finalement, du champ gauche, un de nos clients, un de mes amis, Jean-François Soulard, son associé, un de ses clients contrôlait avec sa famille, était sur le conseil d'administration des plus grands hôpitaux de Nouvelle-Orléans. Puis d'autres membres de sa famille, parce que c'est une famille très connue, étaient sur le conseil d'administration de l'autre groupe d'hôpitaux. C'est deux groupes d'hôpitaux. Puis donc, son client avait de la famille très haut placée dans les deux. Fait qu'un des hôpitaux dit non, on veut pas, parce que la problématique qu'on avait aussi, c'est que l'hôpital Montréal pour enfants, quand ils appelaient les hôpitaux... ils mettent pas ça très, très bon. Ils parlaient très, très négativement du cas, puis ils amplifiaient négativement le cas. Donc déjà, c'est très dur pour un parent de trouver les fonds en 14 jours, de trouver un avion, ambulance, des médecins. Puis c'est pas tout le monde qui veut venir au Québec. Aussi, c'est international, ça complique la donne de traverser des frontières. Donc, on a trouvé finalement, grâce à Jean-François Soulard et son client qui s'appelle Ford Graham, un homme extraordinaire, on a réussi à rentrer à l'hôpital Ochsner, OCH-SNER, qui est un des meilleurs hôpitaux vraiment des États-Unis, et ils nous ont accueillis à bras ouverts. Donc, et ils ont accepté aussi que notre fils, une première pour eux, aille faire de la médecine hyperbare avec le prof de Louisiana State University, mais il faut que tu comprennes, il y a comme une concurrence canadien-nordique, parce que LSU ont leurs propres hôpitaux. Fait qu'un prof mondialement connu d'un autre, puis qu'eux l'envoient à l'autre prof, ça les faisait un peu chier. Mais là, qui coordonne ça? C'est toi qui planifie ça? C'est moi qui coordonne ça avec ma femme. C'est moi qui ai coordonné le vol. J'ai tout vérifié avec mon ami qui travaille au service secret canadien aussi. On a vérifié même le personnel. On s'est rendu compte que c'était tous des militaires dans l'avion, ce qui nous a rassurés aussi. Ils m'ont pas tout dit. Les services secrets, ils cachent leur aide parce qu'ils sont pas supposés d'intervenir. Mais j'ai beaucoup aidé la société puis j'ai jamais demandé une puis scène. Comment se passe le départ de l'hôpital ça a été fantastique. Au Québec, fait que finalement, on a pris l'équipe. L'avion est venu le 25 novembre, atterri. C'est comme un film. C'est comme un film. D'ailleurs, j'allais te dire, c'est un t'es en train de me raconter un scénario d'un film, là, parce que c'est incroyable ce que tu me racontes. D'ailleurs,
c'est unique là, ce qu'on entend aujourd'hui. Donc, c'est une équipe américaine. Équipe américaine qui est venue, une équipe médicale américaine. Ça s'appelle World Air Ambulance qui arrive à Dorval, à l'aéroport Trudeau. Ils arrivent quand, eux? Ils arrivent le 25 novembre, un jet privé médical avec tous les équipements médicaux. C'est comme un mini-hôpital dans l'avion. En fait, il n'y a presque pas de place parce que c'est juste des équipements. Et moi, je pouvais, c'est soit un des deux pouvait y aller. Mélissa est allée. Elle est allée. Donc, ils arrivent, puis ils sont venus à l'hôpital avec une ambulance qui n'est même pas sur le marché, une ambulance prototype canadienne avec des militaires canadiens dans l'ambulance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et ils sont venus, quand ils rentrent à l'hôpital pédiatrique, là, ils viennent, notre ambulancier, il y avait un ambulancier dans l'équipe médicale américaine, 6 pieds 8 militaires, capoté, énorme. Ils ont pris le contrôle du département pédiatrique. J'ai jamais vu ça. La médecin qui travaille pour un des meilleurs hôpitaux en Floride, je peux pas la nommer, mais qui a aussi un background militaire, ils ont pris le contrôle du département. C'était capoté. Ils disaient, tout le personnel médical ont compris. Il y avait tous les badges militaires, les drapeaux des États-Unis. On dit, vous faites ça, on a besoin de ça, ça, ça. Tout le monde, c'est comme les Québécois, on s'est tous mis à écouter. Ils ont pris le contrôle. Ils étaient vraiment prêts. Je pense qu'ils avaient vraiment préparé leur intervention. Ils ont pris le contrôle. Tout le monde les a écoutés. Puis le personnel de l'hôpital pour Montréal, Montreal Children, honnêtement, 90%, 100%, je leur donne la note des gens avec un grand cœur. Je les remercie infiniment. Ils ont déjà été impressionnés de voir un père se démener. C'est la première fois qu'ils voient ça, je pense. C'est la première fois qu'ils voient ça. Il y avait tous les infirmiers étaient dans le corridor puis ils applaudissaient. Tout le monde est venu, puis il y a plusieurs médecins qui se cachaient. Les 3-4 qui voulaient tuer Arthur ou qui voulaient débrancher, on les a pas trouvés de la journée, ils n'étaient pas là, cachés. Mais tu aurais dû voir ça, là, on a des photos pour le prouver. Les ambulanciers tout autour de la table, là, puis c'est comme si enfin il y en a une famille qui s'est tenue devant le département. Ils étaient tous là, on a embrassé tout le monde, des caresses à tout le monde. Ils applaudissaient le départ de notre fils. C'est pour te dire comment qu'il y a la gangrène quelque part là-dedans. Puis j'ai jamais eu autant de bec puis d'amour de tous les employés de l'hôpital Montreal Children quand on est parti. Moi, je pleurais comme un bébé. C'est impressionnant de voir l'équipe américaine qui arrive puis qui prend le contrôle, puis qui prend ton fils, puis vous faites ça, puis il est parti en avion-ambulance. C'était incroyable. Ça a dû redonner beaucoup d'espoir. De l'espoir, tu dis, c'est comme un film. Tu sais, comme les films d'Hollywood, les Américains qui arrivent et qui viennent sauver la planète. Ils sont venus nous sauver, honnêtement. Puis je te dis, avant de partir, j'avais même appelé, j'ai un ami à la CIA. J'ai dit, garde, Ron, aide-moi, ma famille s'en vient. J'ai appelé un de mes amis, c'est un des patrons d'Homeland Security, il s'appelle Georges, je peux pas dire les noms complets. J'ai dit, Georges, help me, here are the passports, we're coming. J'ai appelé mes amis au SRS, j'ai dit, Chris, on s'en va, aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous, il faut sauver la vie de notre enfant, tu sais. Ça dure combien de temps, là? À partir du moment où ils le prennent à l'hôpital, et puis que vous arrivez à l'hôpital là-bas. Je te montrerai les photos, une ambulance que tu n'as jamais vue, une affaire des films, là, comme 15 ans en avance, avec des militaires canadiens qui conduisent l'ambulance. Ils nous ont amenés à l'aéroport Trudeau, puis on a priorité. Tous les vols médicaux peuvent arrêter n'importe quel autre vol pour le départ. C'est la priorité. Fait que là, ils ont comme fait un pied de nez. Ils ont été vraiment drôles parce qu'ils ont bloqué l'avion de François Legault le 25. Puis vous pouvez vérifier le login des vols. Là. François Legault partait le matin du 25 novembre. Puis ils ont fait exprès, ils l'ont bloqué. Là, il y en a 3-4 qui sont allés à la toilette. Ça me fait chier un peu, tu comprends? Parce que c'était comme un pied de nez poli au gouvernement qui ont manqué à leurs obligations avec notre enfant. Fait que là, l'avion est parti 2h45 plus tard. Mais immédiatement, l'équipe de la Floride, de médecins américains militaires et de la Floride, ont mis en place immédiatement le protocole d'oxygénation qu'on aurait pu faire il y a 7 semaines avant, de donner à Arthur on respire à 20% d'oxygène. Nous, on montait à 30 avec un peu de pression positive. Et quand Arthur a atterri après 2h45 de vol, il n'avait plus de dystonie. Donc, on lui a administré, on l'a bourré de méthadone, d'Ativan, de Valium, de tout ce que tu veux, 14 drogues pour l'empêcher de ses contractions. Mais en 2h45 d'oxygène, ils ont appliqué le protocole du docteur Paul Harge de la Louisiane.
d'oxygénation à 30%, puis le bébé n'en avait plus de dystonie en atterrissant. Donc, on a perdu 7 semaines à l'hôpital avec des beaux os. Je m'excuse de le dire. Essentiellement, ils ont fait beaucoup de bonnes choses, mais ils l'ont aussi surdrogué. Ils ont refusé toute aide extérieure par des spécialistes. Donc, ils ont gaspillé 100, 200 000 maudits des drogues qui coûtent une fortune, 200 000 facilement de drogue sur Arthur, alors qu'il aurait mis 10 $ d'oxygène, Arthur aurait pu respirer. Il aurait pu dystonie, puis s'il avait fait le trou au bas de la gorge, il aurait pu respirer. Donc, mon fils devait mourir le 29 novembre. On l'a sorti le 25. Là, vous arrivez en Louisiane. Ma femme arrive en Louisiane. L'enfant n'a plus de dystonie, contracte plus ses muscles, il est super calme. Il arrive à l'unité des soins intensifs, évidemment en ambulance, sous escorte aussi. Puis il arrive, tout le département l'attendait parce que c'était comme, même pour eux, c'est comme un film, là, qu'une famille de Montréal envoie jet privé. Ça faisait le tour de l'hôpital. Donc, tu pensais que tu étais un riche rentier. Je sais pas ça doit être pour eux. Il y a tellement de gens qui ont aidé. Les États-Unis, quand on pense à eux, on pense toujours aux soins qui sont payants. Je veux dire, comment est-ce que tu as abordé cette question-là avec eux? Parce que tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu sors. C'est pas toutes les tractations en coulisses, tu comprends? Puis des fois, c'est mieux de pas savoir. Mais comment? Ils demandent pas un dépôt? Comment est-ce qu'ils fonctionnent, les Américains? Ils n'ont rien demandé de nous. Ils étaient juste contents d'aider. Donc, je pense que des gens puissants qui sont intervenus, puis les gens qui ont déjà ouvert la porte à notre enfant, c'est ceux qui contrôlent l'hôpital. Ils n'ont demandé pas d'argent. Ils disent, vous nous payerez quand vous voudrez. Okay. Quand vous voudrez. Mais est-ce que tu avais un estimé de ce que ça pouvait représenter? On entend des histoires. Oui, j'avais un estimé. J'avais 100 000, 200 000, 500 000? Écoute, oui, j'avais un estimé pour... Oui, c'est bon, c'est une bonne question. Parce que tu me fais repenser à des trucs. Oui, j'avais un estimé pour 71 jours de service, 3 semaines aux soins intensifs, 2 semaines et demie, 71 jours en tout. J'avais un estimé, je pense, de 600 000 US, qui était déjà 50% de rabais. Et juste te donner un ordre de grandeur, si tu n'es pas citoyen canadien, tu vas à l'hôpital Montreal Children's, c'est 50 000 Canadiens par jour. OK. C'est ça que ça coûte. OK. Aux soins intensifs. OK, OK. Donc, c'est à peu près la même chose. 71 jours. 5 000. Toi, c'est plus cher au Canada. Oui? Ouais. Ben oui, parce que là, 50 000... C'est plus cher. Aux soins intensifs, c'est plus cher. Mais là, on dit... Donc, quand on arrive, je vais juste te dire petit point, là, l'équipe médicale américaine qui est indépendante de l'hôpital Ochsner nous ont dit tout de suite, quand ils ont vu Arthur, ils ont dit, ça ne concorde pas avec le portrait ultra négatif que l'hôpital nous a dressé. Wow. Parce qu'ils doivent parler à l'équipe médicale, pas juste de l'hôpital, mais de l'avion. Fait qu'ils ont dit, écoute, Arthur est en bien meilleure condition que ce que l'hôpital nous a décrit. Et là, Mélissa, ma femme, puis on a collecté tous les noms, les témoignages, crois-moi, on est prêts. L'hôpital Ochsner, les soins pédiatriques intensifs, l'unité la plus élevée là, pour les cas les plus difficiles pour enfants, ils ont dit, écoute, Arthur est en bien meilleure condition que ce que l'hôpital nous a dit. Ils ont dit, il manque aussi des pages dans ce qu'ils nous ont envoyé. Non. Oui, il manque des pages. Non. Moi, j'en ai des copies. J'ai le dossier complet. OK, mais là, c'est parce qu'on compromet... c'est parce que les dés étaient pipés. On compromet l'admission de l'enfant autant sur l'avion médical, parce qu'il y a un esti de problème, là. Ça, c'est une question de vie ou de mort. C'est pas une question, je vais manquer mon vol. Ou, vous comprenez, là, s'il rentre... Le 29, il fait face à la mort. Puis le 25, on a réussi à sortir. On a poussé fort, ça se peut pas. Puis à l'hôpital aussi, ils nous disent, écoutez, il va beaucoup mieux que ce qu'on nous a dit. La résultante, là, si je dois résumer tout ça, c'est qu'après 3 semaines aux soins intensifs, là-dessus, après 2 semaines et demie, Samuel, on aurait pu sortir Arthur des soins intensifs. Mais c'est à la demande des parents qu'on a resté 1 semaine de plus aux soins intensifs parce qu'il était surdosé de drogue. Fait qu'on dit, aidez-nous à baisser les drogues un peu. Puis après, on est allé 2 semaines et demie dans un niveau plus bas, un niveau normal, là, quelqu'un qui se casse une cheville ou un bras ou quelque chose. On a été dans une chambre privée pendant 2 semaines et demie, à un niveau plus bas. Mais on aurait pu l'amener chez nous après 3 semaines. Mais après 5 semaines aux États-Unis, il était à la maison qu'on loue en Louisiane. Il est revenu chez nous. Mais 5 semaines plus tôt, il devait mourir au Québec. Et on a un sapristi de problème entre un diagnostic de mort puis un diagnostic de survie. L'enfant respire par lui-même aujourd'hui. On réduit la drogue. Il prend encore 4 fois la dose de morphine d'un enfant. Il prend l'équivalent d'une dose d'adulte. Mais il a juste 40 livres, 38 livres.
mais il commence à bouger ses bras, il respire par lui-même, il est capable de suivre, même s'il est encore trop drogué, il lève ses jambes, je vais montrer une vidéo. Donc, on est en train de le dédroguer de toute cette drogue, ce cocktail monstrueux qu'il a reçu au Québec. Bon, là, on est à fin novembre, le petit est pris en charge et puis déjà, on assume un protocole qui est différent. À partir de quel moment tu as senti qu'il était sauvé? Dès qu'on est arrivé en Louisiane. Parce que les médecins, c'est fou, on dirait qu'on est comme dans un univers parallèle, Samuel, d'un négativisme. Les gens étaient négatifs à Montréal, il n'y a rien à faire, il va mourir, pas capable de respirer par lui-même, qu'on arrive en Louisiane. Il n'est pas si pire. On a vu des cas bien pires que ça. Il est beaucoup moins pire que ce qu'on nous a dit. Il va être correct. Ça va bien aller. Nous, du jour au lendemain, on était capable de dormir. Okay. Tu comprends que nous, un enfant va mourir. Tu ne peux pas dormir comme un parent. Si toi, on disait ta mère va mourir, ton père, ton frère, ta soeur, tu ne serais pas bien dans ta peau. Puis là, on nous dit, mais non, ça va aller. Regardez, tout est bon. Il est beaucoup mieux. Puis on dirait que l'enfant le sent aussi. C'est incroyable la capacité, un jour il devrait y avoir une étude là-dessus, la capacité qu'un patient, un enfant, même si surdrogué, ressent le négativisme, ressent l'énergie négative. Et je ne sais pas l'air d'un fou, mais c'est fou l'enfant comment, dès qu'il est arrivé en Louisiane, là, il dormait super bien, son rythme cardiaque était bien mieux qu'à Montréal, il faisait ses nuits. Je ne sais pas si tu comprends, il était comme dans un état pas bien au Québec, je ne sais pas si c'est trop de drogue, je ne sais pas c'est quoi, mais dès qu'il est arrivé en Louisiane, là, l'enfant était super bien. Toute l'équipe était positive. Toi, tu loges où à ce moment-là? On couche dans la chambre d'hôpital, mais Mélissa, elle avait loué une semaine parce que là-bas, les hôpitaux, c'est bien organisé, je trouve. Ils ont un hôtel avec l'hôpital. Donc, les parents qui viennent, donc des belles chambres d'hôtel, puis c'est pas cher. Un peu comme le manoir Ronald McDonald à côté de l'hôpital Sainte-Justine. C'est ça. Oui, quelque chose comme ça. Vous aviez quelque chose mais c'est attaché directement à l'hôpital. Donc, c'est facile. Les chambres sont belles, c'est pas cher. Mélissa, elle est restée là, puis on avait déjà préloué dans les 14 jours qu'on avait une maison pour les États-Unis, une maison à 15 minutes de l'hôpital, 3 chambres à coucher. Puis là, donc, vous êtes aux États-Unis, vous ne savez pas combien ça va vous coûter, mais tu sais que l'hôpital applique un rabais substantiel pour pouvoir le soigner. Oui. Et puis, tu n'as pas d'idée jusqu'où la facture peut monter. Oui, je pense que ça va monter. Oui, j'ai un budget de 2 millions pour sauver mon enfant. Canadien. Donc, je pense qu'on va y arriver. Je pense au rythme au rythme où ça avance, j'ai vraiment espoir qu'il va pouvoir parler, marcher d'ici 6 mois, 12 mois. Parce que ça augmente graduellement tous les jours. On prend les meilleurs traitements pour réparer. Mais ce qui est dommageable, c'est qu'on a perdu 7 semaines à Montréal, ou au moins 6, où on aurait pu commencer déjà plusieurs de ces traitements-là. Ce qui est navrant, c'est qu'on a toute la médecine on a toutes les machines hyperbares à Sacré-Cœur, les meilleures au monde, on les a. Sur la rive sud de Québec, à Lévis aussi, à l'hôpital. Mais le gouvernement du Canada empêche l'utilisation de la médecine hyperbare. Est-ce que c'est le gouvernement Santé Canada. C'est Santé Canada. Oui. Et puis, le Collège des médecins aussi ne reconnaît pas trop parce que c'est basé beaucoup sur la pharmacologie. Et l'équipe médicale du Montreal Children sont très, très, très étroits d'esprit sur la médecine hyperbare, alors que Sainte-Justine ils ont fait une des plus grandes études canadiennes puis qui ont démontré des résultats les plus incroyables de la planète en utilisant la médecine hyperbare chez des enfants qui sont victimes de paralysie cérébrale. Comme encore une fois, on peut dire que Arthur a un peu de paralysie cérébrale, même si on ne sait pas hors de tout doute, on voit quand même quelques dommages au cerveau. Donc, on ne sait pas encore quand il sera pas... Justement, c'est quoi qu'on vous dit par rapport à son futur pour Arthur? Ça, c'est une bonne question parce que vous me faites penser, vous êtes vraiment excellent dans votre domaine. C'est à le dire, un aparté, félicitations. Mais deux choses contradictoires incroyables. L'équipe médicale de l'hôpital Montreal Children nous disent qu'un enfant qui a une IRM, une imagerie du cerveau, qui présente quelques problèmes, ne pourra jamais voir d'amélioration dans son IRM. Okay. Donc, peu importe ce qu'on fait, si le cerveau est endommagé, il va rester endommagé toute sa vie. L'équipe médicale d'Orkshire, l'hôpital fameux là,
un des meilleurs hôpitaux aux États-Unis nous disent non, on a plein de patients chez nous, des enfants qui avaient des IRM avec des dommages, qu'au fil du temps, le corps se répare et le cerveau peut se réparer chez les enfants parce qu'ils produisent une quantité phénoménale de stem cells, de cellules souches, parce qu'ils sont en croissance. Il y a beaucoup de cellules réparatrices dans leur corps, plus que vous et moi, notre âge, où on en a malheureusement moins. Et eux, ils ont dans leur dossier plein d'IRM de cerveau d'enfants endommagés qui, au fil du temps, ça s'est réparé partiellement ou totalement. Donc, 2 discours complètement différents et c'est ahurissant de voir que le patron de l'hôpital Montreal Children, le département des soins intensifs qui s'appelle Sam Shemy, S-H-E-M-I-E, Sam, S-A-M, Sam Shemy, pas Samuel, il n'y a pas votre envergure, Sam Shemy, et se veut un spécialiste de la neurologie, en viennent à dire exactement le contraire des neurologues américains, qui eux aussi sont en charge d'un département extrêmement prestigieux de médecine pour enfants, intensiviste, et que les deux ont des discours complètement différents. Mais c'est comme j'ai remarqué qu'il y avait une énorme étroitesse d'esprit dans ce département-là et que plusieurs médecins ont peur de parler au Québec. Ont peur de parler. Parce qu'ils sont sous l'emprise. J'ai les cellulaires. Oui, j'ai leur cellulaire. Ils venaient me parler en cachette quand le médecin Sam Shemy n'est pas là. Donc, je me dis, quelle espèce de régime bizarre dans lequel ces pauvres médecins sont accablés. Puis, ça met notre population en danger. Moi, je pense qu'on pourrait sauver des vies. Je veux dire, quand on était là, Mélissa et moi, je peux pas... C'est pas des statistiques officielles, mais on a eu plusieurs décès d'enfants pendant les 7 semaines qu'on était là-bas. À titre d'exemple, qu'on était à Montreal Children, puis les 3 semaines et demie qu'on était aux soins intensifs, la même unité, mais à l'hôpital Ochsner, il n'y a pas eu un décès. Ça ne veut pas dire qu'il y a une résultante, mais ça montre qu'il y a comme ça a une odeur. Ça a une odeur qui est vraiment positive là-bas. Et ce que j'ai retrouvé qu'au Québec, c'est qu'on est vu malheureusement comme une dépense. C'est négatif. On va à l'hôpital, on sent qu'on leur fait dépenser de l'argent. Encore maintenant qu'il y a plus de contraintes budgétaires, mais qu'on est vu négativement. Tandis qu'aux États-Unis, c'est sûr qu'on est vu comme une source de revenus. Mais un client, mais on est vu positivement. Et juste l'approche et d'avoir du positivisme change toute la donne dans l'équipe médicale qui ont tout intérêt à te sauver puis à te garder puis que ça fonctionne. Tandis qu'ici, l'intérêt, c'est de réduire les dépenses. Vous comprenez? Contrôler les dépenses. Il y a 2 affaires qui m'étonnent. La première, c'est que, ils acceptent des gens sans avoir de garantie financière qui seront payés, surtout quand on sait que vous êtes des étrangers. Mm-hmm. Et la deuxième chose, c'est que, c'est pas tout le monde qui a 2 millions qui peut mettre sur la santé d'un des siens. Comment est-ce qu'on réfléchit à ça? À partir de quand? Parce que j'imagine qu'il y a des discussions dans le couple et puis vous vous êtes mis d'accord qu'il n'y avait pas de limite. Oui, c'est ça. Tout ce qu'on avait, tout ce qui nous restait, c'était comme 2 millions canadiens. On s'est dit les deux, on s'en fout, on vend. Les deux, on est d'accord. Mais c'est sûr qu'il y a des parents qui peuvent dire « Ah, ça ne vaut pas la peine. » Mais combien vaut la vie d'un enfant? On n'a pas dépensé 2 millions à date. On a peut-être dépensé 1 million. Peut-être qu'on ne dépensera pas 2 millions, mais on ne sait pas. On va voir comment Arthur va... Vous êtes prêts à... On est prêt à tout donner, puis on est prêt à emprunter aussi. On pense que n'importe quel parent fait la même chose. Ouais. Mais ce qui est vraiment frustrant, c'est que tout ce qu'on a fait à date aux États-Unis, on aurait pu le faire au Québec ou au Canada. C'est ça qui est fou, ben raide. Pourquoi je suis obligé, à 50 ans... Tout ce qui me reste de ma vie, j'ai eu un divorce, je me suis battu avec les impôts, j'aurais eu plus, mais ils ont gagné. Le peu qui me reste, je suis obligé de le sacrifier parce que le système de santé a été incapable de faire ce qu'on fait facilement aux États-Unis. Et c'est ça qui est complètement fou. Puis j'ai encore rencontré des gens de Sainte-Justine cette semaine qui, eux, ont rencontré, parce que ça se parle, des médecins du Montreal Children. Les médecins, sous le couvert d'anonymat, disent « On l'a vraiment manqué, l'histoire de Nicolas, d'Arthur Tétrault. On l'a vraiment manqué, celle-là. » Puis on leur a dit, c'est pas comme si on leur avait pas dit, là, je suis un gars gentil, on leur a montré, Pierre Marois a appelé, leur a expliqué, le docteur américain faisait tout pour leur parler, il voulait pas leur parler, on a tout fait pour leur
leur sauver ce cauchemar médiatique qu'ils ont à cause de notre cause. Mais c'est à chaque fois le patron du département, Sam Chemi, puis 2 médecins complètement, je pense qu'ils doivent vraiment prendre leur retraite pour avoir une enquête. Il y a 2 médecins qui travaillent sur un comité de déontologie de moralité. Écoute, Sam, ça, Samuel, c'est la pire insulte à l'intelligence que j'ai vue. Un comité de moralité et d'éthique d'un hôpital qui a le pouvoir de vie ou de mort sur nos enfants. Sans entendre les parents. Ah, mais ils nous entendent, mais ils s'en foutent parce que c'est eux qui décident. Le comité s'est réuni, mais vous a pas Ils nous ont entendu. écoutés. Ouais, ils nous ont écoutés, mais non, ils voulaient pas. C'est eux qui décident. Donc, ils ont quand même pris la décision, sachant que vous aviez cherché une expertise. À 100%. 100%. Puis ils ont contaminé. Une chance que Dr. Franqueur... C'est dur pour les médecins d'aller contre leur département. Il y en a 1 ou 2 qui ont dit, tu sais, qui nous aidaient quand ils n'étaient pas là, qui appelaient les hôpitaux pour essayer d'un peu dédramatiser la situation, puis ils nous ont pris, mais c'est pas facile. Mais tu sais que, Nicolas, il y a des secrets aussi dans chaque département. Alors, il y a des gens qui sont obligés de se plier aux décisions des autres parce qu'ils ont peut-être des actes répréhensibles de cacher, puis ils savent que ça ne c'est la loi pas. du silence pour chacun d'eux. Aujourd'hui, bon, là, tu es au Québec pour quelques jours. Ouais. Tu t'en retournes auprès d'Arthur? Oui, je m'en vais lundi à Dubaï. À Dubaï. Puis je vais aller à Abu Dhabi, je vais aller à Bahreïn, je vais aller en Arabie Saoudite, puis je vais aller en Égypte. Je vais essayer de brasser un peu d'affaires. Je vais essayer aussi de collecter un peu d'argent, des donations. On a fait un GoFundMe. Je vais essayer d'avoir une couple de clients riches. Pouvez-vous nous aider? Là? On a une hémorragie financière. Est-ce que vous pouvez contribuer? Pour les gens qui veulent contribuer, c'est quoi le titre ou comment est-ce qu'on fait la recherche? Vous allez sur n'importe quel de mes réseaux sociaux. J'ai mis comme sur TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram et X. J'ai mis toujours, quand vous regardez le profil de quelqu'un, une page Internet où vous pouvez mettre. Fait que j'ai enlevé mon site Internet personnel pour mettre le GoFundMe. De toute façon, je suis facile à rejoindre. Vous googlez, vous pouvez me trouver. Puis même si c'était... même un virement Interact, si vous voulez. Ouais. Mon cellulaire, c'est le même numéro depuis 20 ans. 514-574-1781. C'est mon vrai numéro, 514-574-1781. Puis, c'est mon cellulaire. Puis, est-ce que la campagne de levée de fonds va bien? Elle va pas beaucoup, pas super bien. On va peut-être ramasser 30 000 35 000, 36 000 sur GoFundMe, puis peut-être 10 000 en virement de fonds. Mais c'est quand même, ça aide quand même. Je veux dire, j'ai une tonne de dépenses, mais j'ai une firme de marketing qui a commencé à nous aider bénévolement. Donc, je pense que ça va donner des résultats, mais il y a beaucoup de bouche à oreille. Je dois aller voir des gens. Puis en même temps, c'est difficile parce que j'ai pas beaucoup de temps, puis je dois aider Mélissa, puis je dois être proche d'Arthur. Mais au bout de la ligne, je suis pas trop inquiet. Le dossier est quand même bien médiatisé. J'ai fait plein d'entrevues à la télévision, aux États-Unis, à la radio, au Canada aussi, même avec Ben Mulroney. Mais là, je suis chanceux. Je suis encore plus chanceux aujourd'hui. Je suis avec vous. Puis, donc, je suis je suis confiant. Puis, il y a même un groupe d'Hollywood qui veut faire un film sur notre histoire. Puis, on va poursuivre aussi la propriétaire Rita Méné. Donc, l'important, c'est qu'Arthur soit bien. J'essaie juste d'atténuer les dommages. Ouais. Puis, je veux dire, c'est des gens qui voulaient commander une bouteille de plus au restaurant, ben peut-être vous allez sauver un accident, vous pourriez nous envoyer cet argent-là que vous vouliez dépenser sur une bouteille de vin. Mais en même temps, on collige toute l'information, on garde toute l'information. Puis ce qu'on essaie, Mélissa et moi, c'est d'éviter que d'autres parents doivent être contraints à débrancher leur enfant ou leurs parents alors qu'il existe d'autres options. Et si on peut aider à réveiller le Québec, à secouer le système de santé au Québec, qui en a vraiment besoin. Moi, je pense que le verre est à moitié plein. Le service est peut-être 75% très bon. À l'hôpital Lakeshore, 100% parfait. Donc, il ne faut pas juste critiquer, mais c'est sûr que la critique que je fais, c'est une question de vie ou de mort. C'est pas, est-ce que... Parce qu'elle pourrait sauver des vies. Elle pourrait sauver une quantité phénoménale de vies. Mais c'est pour ça que je suis allé public, parce que je ne voulais pas y aller. Aujourd'hui, là, Arthur est à combien de pourcents de sa réhabilitation? Je vais répondre différemment. Il est à 2 mois, je pense, de ne plus avoir de médicaments. Il prend encore 3 drogues qui paralysent ses mouvements.
qu'on a réduit quand même beaucoup. Il prend encore la dose d'un adulte en Valium. Il prend 10 mg par jour. Si, mettons, vous disloquez une épaule, ce qui fait très, très, très mal, ou une grande fracture, on va vous donner à l'hôpital 2 fois 5 mg de Valium par jour pour un adulte, un colosse comme vous. Donc, Arthur n'a que 38 livres. Donc, il prend la dose d'un adulte. À titre d'exemple, à Montréal, il prenait 50 mg par jour. Okay. C'est fou, là, versus son poids. Donc, je pense que dans 2 mois, on va voir. On voit déjà qu'il bouge davantage ses bras, ses mains, qu'il est capable de suivre avec ses yeux. Dans 2 mois, je vais être capable de vous dire où il en est. Il nous reste 1 mois et demi de médecine hyperbare en date d'aujourd'hui. Ensuite, on s'en va au Mexique dans une clinique de neurologie pour faire une technologie très, très avancée qui s'appelle Neurocytonics. Ça coûte 110 000 US pour 2 mois. Et c'est extrêmement avancé technologiquement. Ils font la phase 2A, phase 3A pour le FDA. Donc, c'est très, très, très avancé. On est chanceux de pouvoir... ils ont 500 demandes par mois, mais ils ont accepté de nous prendre parce qu'Arthur a comme 5 millions de vues sur les réseaux sociaux canadiens et américains. Pour eux, c'est grande visibilité. Et l'hôpital Aucheneux aussi, parce qu'avec les 5 millions de vues, même le gouverneur de la Louisiane est venu nous voir, le sénateur, tout le monde nous appelle. On est comme rendu très, très connu, même en Louisiane. Donc, l'hôpital, c'est une visibilité incroyable. Donc, qu'on paye pas, ils font des rabais incroyables, c'est une visibilité incroyable, mais on sait qu'on est chanceux aussi, on n'en abuse pas. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il nous reste 6 mois, puis je pense que le petit va marcher puis parler. Au rythme où ça va, je suis très confiant. Donc après, on va pouvoir avoir démontré que tout ce qu'on a dépensé, on aurait pu le faire au Québec, que leur diagnostic, déjà à date d'aujourd'hui, leur diagnostic n'a pas d'allure, puis que l'enfant est à toute fin pratique surdrogué et qu'ils ont refusé tout traitement, aussi simple soit-il qu'une trachéotomie ou administrer de l'oxygène, n'importe quoi, ils disaient non. Est-ce que ça l'aide à enlever le sentiment de culpabilité? Ça aide un peu, oui, parce qu'au moins on a le sentiment que malgré ce moment d'inattention, ça l'enlève pas tout, mais au moins ça nous encourage de voir que l'enfant va mieux. Mais est-ce que je m'en veux? Oui. Puis encore une fois, comme je vous ai dit, honnêtement, j'ai encore demandé au bon Dieu qu'il pouvait prendre ma vie quand il veut, en échange de sauver celle de mon fils. Puis ça, je le demande à tous les jours. Puis je demande au bon Dieu, aidez-moi à prendre les bonnes décisions, à bien cheminer, puis à m'améliorer, puis à protéger ma famille. À tous les jours, je fais comme 50 prières par jour. Parlant de la famille, comment vont les autres enfants? Ils vont relativement bien, c'est une bonne question. Je m'ennuie beaucoup de William, Olivia, là, je les ai pendant une semaine. Ils dorment dans mon lit, puis c'est triste pour eux, mais en même temps, les enfants sont encouragés de voir comment ou combien, ou je sais pas comment quantifier ça, on met d'efforts pour sauver leur petit frère. Et je pense que les enfants, ça les rassure. Je salue aussi les écoles de nos enfants. Toutes les écoles sont extrêmement compatissantes, puis rassurent les enfants aussi en disant, regardez, votre papa, votre maman, ils se battent pour votre petit frère, c'est fantastique. Donc, les enfants sont rassurés par l'école. Ils vont à 3 écoles. Les 3 écoles font un travail d'appui à notre démarche fantastique. Puis, je veux dire, les Québécois, on est gentils, on est du bon monde, là, vraiment, normalement. Fait qu'on reçoit beaucoup, beaucoup d'amour des Québécois. C'est incroyable. Donc, je pense que ça nous aide beaucoup, mais c'est dur pour moi, quand je suis à Nouvelle-Orléans, de ne pas avoir les autres enfants. C'est dur. J'aimerais ça être avec eux, puis je vois qu'ils ont de la peine, mais en même temps, je vois qu'ils sont contents des améliorations quand on fait les vidéos avec le téléphone. Mais je m'ennuie. C'est dur, je m'ennuie. Puis, ton épouse là-dedans, est-ce qu'elle était prédisposée? Elle pouvait s'éloigner de son emploi du temps? Les deux, on était courtiers. OK, donc les deux, vous avez... C'est ça qui est le plus dur, je pense, Samuel. C'est aussi c'est pas de pas travailler, mais c'est de ne pas avoir de revenus. Parce qu'il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance pour ça. Ça fait que, tu sais, c'est pas juste de dépenser de notre argent qu'on a de côté, c'est qu'il n'y a plus d'argent qui rentre. Ouais. Tu comprends? Pendant qu'on est là-bas, on ne peut pas être ailleurs, puis ça coûte cher. Là, si on avait une infirmière 24 heures par jour, mettons à 50$ de l'heure, fois 24, c'est combien ça? 5 fois 1, c'est 1200. Ouais, fois 30 jours, c'est ça. 36 000, 40 000 US par mois.
folle taux de change, c'est comme beaucoup d'argent. Donc, on est devenus presque des bons infirmiers. Je pense que vous seriez fiers de moi. Je suis capable de changer la trachéo, faire le collet, je peux tout vider les poumons. On peut nourrir par le G-tube dans son ventre. On a appris beaucoup, beaucoup de choses, là, vraiment en médecine. Puis, quand le petit va se remettre à fonctionner plus normalement, Ouais. est-ce qu'on vous a dit qu'il y aurait un retard? Est-ce qu'on vous a dit qu'il serait impacté? Est-ce qu'on vous prépare à l'après, là, où personne ne peut le savoir? Comment est-ce que... On ne peut pas le savoir parce que personne ne l'a vu encore sans drogue. Mais, je veux dire, il y a aussi... On s'attend à ce que peut-être ça ne sera pas parfait. On n'est pas fou non plus, on ne sait pas. Mais il y a aussi un avantage. Il faut que les gens comprennent à la maison que les 5 prochaines années en médecine sont cruciales. Je sais qu'on peut être contre ou pas pour l'intelligence artificielle, mais on est en train d'intégrer l'intelligence artificielle dans la médecine. Puis, le seul avantage de ça, c'est qu'on peut prendre des centaines d'études randomisées sur n'importe quel sujet, puis en quelques secondes, ça peut comptabiliser les meilleures pratiques d'une centaine, voire 1000 études sur un domaine, les meilleures pratiques. Et ça, c'est humainement pas possible de lire une centaine d'études, puis en 5 minutes ou en 2 minutes, nous donner la conclusion des meilleures pratiques, ce qui donne les meilleurs résultats. Et je pense, il y a souvent aussi de mauvais diagnostics en santé, énormément. C'est une des plus grandes causes de décès, puis c'est aussi la mauvaise médication. Donc, j'ai vraiment espoir. Il faut comprendre, c'est aussi arithmétique pour le comptable en vous et en moi, qu'il y a 2 ans et demi, si on va l'amener le plus proche possible de la perfection, avec tout ce qu'on a, toutes les meilleures pratiques. Et une fois qu'il est là, puis qu'il est stabilisé, puis qu'il va déjà beaucoup, beaucoup mieux, écoutez, c'est soit ça ou la mort, là. Déjà, on s'entend que notre enfant est là. On a espoir que dans les 5-10 prochaines années, au pis-aller, dans 10 ans, il va y avoir 12 ans et demi. À 12 ans et demi, si la technologie elle a bondi de façon incroyable en 10 ans, la technologie médicale, on espère au moins de l'avoir gardé en vie jusqu'à 12 ans et demi ou 15 ans, ben, tu comprends qu'on va le ramener. C'est sûr que si on l'enterre, le bébé, tu sais, le bébé est conscient. Je peux vous montrer des vidéos où je dis « Arthur, lève les bras, même s'il est gelé là, avec la drogue, avec la médication, il lève les bras. » Mais ça, il dit « Lève les jambes, il lève les jambes. » Je vous ai montré. Donc, il y a du cerveau, là, il est là, puis quand on lui parle, il se tourne les yeux. Donc, il y a un esprit cognitif, là, le cerveau fonctionne. Donc, on a espoir. Là, si on lui dit « Lève les jambes », il lève les jambes, lève les bras, puis on l'appelle, il tourne ses yeux. Et ça, on n'a pas à faire un légume, là. Non. Puis il respire seul. On est loin du diagnostic qu'on nous offrait. Est-ce que ça va être parfait, Samuel? Je ne sais pas. Mais on fait tout ce qu'on peut. Toi, tu ferais la même chose pour ta famille. Le ministre de la Santé n'a pas réservé une plage horaire pour t'écouter 30 minutes, 40 minutes. Non. Parce que son système a failli quand même. Il a failli, puis c'est pas normal que ça... Et c'est le ministre qui en est responsable. Je sais pas si personnellement, non, là, mais non, c'est son système, dans le système parlementaire britannique, absolument. Je parle que c'est le ministre qui est redevable. 100%, à 100%. L'hôpital est redevable aussi, le département est redevable. Si on lui fait parvenir cette entrevue-là et que tu pouvais t'adresser à lui. Moi, je suis prêt à aider le Québec. Tu sais, j'ai chialé contre la CAQ souvent à cause de la pandémie. Mais tu sais, au bout de la ligne, c'est plus moi, là. Si je peux aider la société, ça me ferait plaisir d'aider un gouvernement de la CAQ à mettre en place des changements positifs dans le système de santé. Écoute, on est dedans tous les jours. On est devenu on est dedans de façon empiriste et concrète. Et je travaille déjà avec des profs de médecine, des chercheurs en médecine. Mais là, avec des chercheurs américains spécialisés en médecine pour enfants, des petits trucs qu'on peut mettre en place, Samuel, qui peuvent faire une différence énorme. Appliquer l'oxygénation 2 fois par jour pour des traumatismes liés à un infarctus, à la paralysie cérébrale, à des noyades. Ça ne coûte rien. Tous les hôpitaux sont équipés pour ça. Utiliser notre médecine en chambre hyperbare, d'enlever les comités de déontologie de moralité qui sont des comités dignes d'une république de bananes, là. Des gens salariés qui travaillent pour le même hôpital avec leurs collègues qui... Avez-vous déjà vu, Samuel, des médecins québécois aller publiquement à l'encontre de d'autres médecins? Moi, j'ai jamais vu ça. Très, très rarement, j'ai jamais vu ça. Ouais.
Puis le seul qu'on a vu, un des seuls, c'est le docteur Pierre Marois qui publiquement s'est mouillé pour notre dossier puis il a dit qu'il n'a jamais vu un enfant aussi drogué que le nôtre. C'est quand même pas rien, là, qu'il a dit ça à la presse puis à d'autres entrevues aux États-Unis puis au Canada anglais, qu'il n'a jamais vu un enfant aussi drogué que le nôtre dans une condition comme ça. Qu'il n'y a rien qui justifiait autant d'administration de drogue que ce que notre enfant subit. Donc, si je peux aider, oui, il faut enlever ces comités de déontologie-là, bidons de moralité, remplacer ça par une autre structure. Moi, je pense que, ultimement, on paie assez d'impôts ici. La décision revient aux parents. Est-ce que, s'ils ne veulent pas qu'on débranche un membre de notre famille, ben c'est les parents qui décident. C'est pas aux fonctionnaires de décider. On est, à part la France, là, je mets au défi de puis je le dis tout le temps, il n'y a pas plus que 2 ou 3 pays qui paient plus d'impôts et de taxes, taxation directe et indirecte que le Québec. Il n'y en a pas. À part la France ou un autre peut-être pays, c'est pas juste l'impôt sur le revenu, là. Toutes les taxes à la consommation, les taxes sur la propriété, etc. On est les plus taxés au monde, ça devrait se traduire par un service d'excellence dans les hôpitaux. C'est pas au gouvernement de décider, ils sont pas juges et jurys, c'est pas à eux de décider si un membre de votre famille va mourir ou pas. Si vous voulez pas qu'il meure, si vous voulez pas qu'on le débranche, c'est votre décision. On doit être solidaire de la décision de nos citoyens. D'ailleurs, montrez-moi un article dans la Charte des droits et libertés qui donne aux hôpitaux le droit de vie ou de mort sur les enfants. Montrez-moi ça. C'est inconstitutionnel, pourtant on applique ça. Même si on vote une loi ne peut pas aller à l'encontre de la Charte des droits et libertés. Une loi ne peut pas aller à l'encontre de la Constitution. Donc, si on applique un règlement ou une loi qui est inconstitutionnelle, qu'on la vante, qu'on dit que l'Assemblée nationale a voté pour, ça n'en fait pas une loi constitutionnellement applicable. C'est inconstitutionnel, ce qui se passe. Ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est une joke. D'appeler ça un comité d'éthique et de morale, c'est la plus grande farce monumentale qui existe au Québec. J'ai peur qu'il y ait des Arthur de 2 ans et aussi de 75 ans dans le système qui seraient victimes, justement, de cette supériorité que certains se donnent et qui ont pas des Nicolas Tétrault pour les défendre. C'est plein. Et c'est triste. Vous devriez voir la quantité de messages, d'emails que je reçois, pas juste du Québec, mais de partout au Canada. Partout au Canada, des parents qui ont accepté le verdict de débrancher, puis aujourd'hui s'en mordent les doigts, puis n'arrivent pas à dormir parce qu'on prouve qu'il y a d'autres options. Et c'est horrible. Et c'est pour ça que je suis allé publiquement. Moi, je ne voulais pas parler de ça à personne. J'avais juste le goût de me suicider. Je vous dis, la première fois de ma vie, j'ai vraiment le goût de me suicider. Pendant 2 semaines, là, je vais dire... Puis après, je me suis dit... C'est le sentiment de culpabilité. Ah oui, c'est horrible, avoir un enfant mort dans ses bras. Là. Je souhaite pas ça à personne. Mais il n'y a personne qui te rendait coupable de ça, Moi, Nicolas? je me rends coupable de ça. Oui, mais je veux dire, il n'y a personne horrible. qui a osé te faire une remarque par rapport à ça. Ah oui, sur les médias sociaux, les gens sont tellement méchants sur TikTok, sur d'autres. C'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Écoutez, je vais avec ça tous les jours, c'est horrible. Sérieux, il y a des gens qui vont s'adresser à toi en te donnant cette... Ah oui, la méchanceté humaine. Mais il y a aussi beaucoup de bonté. Alors, j'essaie de me focusser sur le côté positif. Est-ce que ces gens-là se sont rétractés aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens, devant le courage que vous avez et toutes les forces que vous avez et les montagnes que vous avez déplacées, toi et ta femme, les gens doivent te féliciter aujourd'hui. Ben, les gens sont gentils vraiment en général, mais il y a encore du monde méchant. Mais je veux dire, on a été... vraiment bien accueillis quand je suis revenu au Québec, mais on est très, très bien aux États-Unis aussi parce que je pense qu'Arthur est aussi autant connu en Louisiane maintenant qu'il l'est au Québec. La gentillesse des humains n'a pas de frontières. Devant une tragédie, c'est horrible, Samuel. Je veux juste que tu penses à ça, là. Ramasser ton enfant dans la piscine qui est mort, qui respire plus, qui est froid, c'est horrible, inanimé. Les doigts noirs, les yeux noirs, les lèvres noires. C'est la pire chose. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il soit correct. Je suis prêt à tout donner pour qu'il soit correct. Mais ça va mieux. Fait qu'à chaque jour, chaque petite victoire vraiment me donne de l'espoir. Et si je peux aider le maximum de gens, j'aimerais donc ça le faire. Peu importe le parti. Rendu à ce stade-ci, faut être vivant pour je ça. M'en fous. Ouais, c'est ça, faut être vivant. Non, mais je veux dire, j'ai passé cette phase-là, mais c'est très, très dur à vivre. Là. Tu sais, des fois, tu te dis, fuck, je vais rentrer ma voiture dans un arbre, c'est fini, puis parce que tu as tellement de peine, tu sais,
devant tout ça. Puis c'est dur parce que à l'hôpital, ils ont été très, très, très durs à l'hôpital Montréal Children. C'est très dur. Autant ils ont fait des bonnes choses, mais autant ils ont été très, très, très durs. C'est pas humain comment ils nous ont traités, ma femme et moi. C'est pas humain. C'est-à-dire, on va débrancher vos enfants. Ah, puis si moi, c'était mon enfant, je le débrancherais. Ah, ça va coûter une fortune aux États-Unis. Pourquoi vous allez dépenser de l'argent comme ça? Ça vaut pas la peine. Il respirera jamais. Vraiment de façon cavalière et grossière. Mais ça, qui vous disait ça? Le personnel ou des spécialistes? Les personnels. Je peux te donner les noms, non, honnêtement. Mais il y a des membres du deux personnel. Médecins, deux médecins du comité de déontologie des médecins Ils vous l'ont pas pédiatriques. écrit, ça, là. Ils vous l'ont dit, mais ils vous l'ont pas écrit. Ah, ils l'ont dit. Mais là, vous envisagez, dans le futur, là, vous retrouver en famille, pouvoir célébrer chaque victoire qu'Arthur va vous offrir. Puis, s'il y a un projet, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'histoire pour pouvoir la porter à l'écran, est-ce que vous avez de la rage? Est-ce que vous avez de la rancune? Est-ce que vous avez... comment est-ce que... On a beaucoup de rage et de rancune. Ma femme encore plus. Elle en veut énormément à l'hôpital Montreal Children, surtout au comité de déontologie de merde qu'ils ont, de moralité de déontologie, qui décide unilatéralement, peu importe ce que vous en pensez, qui décide que votre enfant va mourir, qui donne des délais débiles de 14 jours pour déménager notre enfant. C'est comme complètement débile, là. Comme si un humain normal pourrait déplacer un enfant d'un hôpital à l'autre en 14 jours. Nous, on a réussi un miracle. Mais qu'est-ce qui les empêchait de vous offrir plus de temps en disant, écoutez, on comprend... Un jour, ils devront répondre de leurs actes. Je ne sais pas quoi dire, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce qu'un jour, ces gens-là devront s'expliquer. Ben, j'aimerais ça qu'ils s'expliquent. J'aimerais ça qu'on élimine ces comités-là. Donc, c'est pour ça que je suis prêt à offrir de l'aide à n'importe quel parti parce que c'est beaucoup plus fort qu'un parti politique. Si on peut au moins enlever cette espèce d'incongruité, d'absurdité totale dans les hôpitaux. Puis imaginez-vous les gens âgés de 75 ans, 70 ans. C'est pas vieux, ça, aujourd'hui. On vit beaucoup plus vieux, 80 ans. Si tout est rendu une question de budget, dans quel genre de société on vit? De couper 1,2 milliard en santé comme François Legault le fait, ça n'a aucun sens. Pourquoi on ne coupe pas des délégations du Québec à l'étranger? Pourquoi on ne coupe pas des quantités de postes administratifs énormes dans un monopole comme la Société des alcools du Québec, l'Auto-Québec, Hydro-Québec? Mais ça n'a aucun sens de couper en santé, Samuel. Mais on peut couper partout ailleurs avant. Mais on voulait débrancher Arthur, pas parce qu'on voulait économiser de l'argent. Peut-être. Je sais pas. Pourquoi? Parce que les autres, ils ont sans doute évalué qu'ils ne pouvaient pas l'amener ailleurs, peut-être. Non? Mais l'idée était pipée. Je comprends pas. Tu sais, quand tu as deux médecins très, très mondialement connus qui veulent intervenir, on a réussi à parler à un parce qu'on l'a mis sur speaker. Puis là, il était pogné parce que c'est Pierre Marois, puis c'est une sommité mondiale. Ils l'ont écouté. Mais Pierre Marois est en train de leur dire clairement, le bébé est surdrogué, je suis venu, je l'ai vu, il reçoit beaucoup trop de drogue, les autres médicaments, il y a plein d'autres thérapies que vous appliquez pas. Pourquoi vous fermez les yeux à ça? Parlez aux médecins américains spécialisés, tout le monde le connaît sur la planète, en noyade, il veut vous parler, écoutez-le. Mais non, je te jure, c'était un dialogue de sourds. Donc, on a fait la seule chose qu'on a pu. En 7 semaines, là-bas, il allait mourir. Puis en 5 semaines, il est sorti de l'hôpital aux États-Unis. 7 semaines, il meurt. 5 semaines, il vit, puis il est à la maison aux États-Unis. Là, pendant qu'on tourne ici, nous sommes le 12 février. Exact. Présentement, Arthur, il est où? À la maison. On a loué une petite maison dans le quartier, pas loin de l'hôpital, à New Orleans. Puis il y a un suivi. De quelle façon, le suivi à tous les jours, 5 jours sur 7, il fait de la médecine hyperbare avec un médecin, le prof de médecine. Puis à chaque semaine, il va voir, ou à chaque 10 jours, il va voir... une médecin spécialiste, Dr. Blewett Mills, qui est très, très connu aux États-Unis, qui le suit une fois par 10 jours. Il fait une petite vérification, puis il est correct. Tout ce qu'on fait en ce moment, la médecine hyperbare, on réduit les drogues du Québec. C'est tout ce qu'on fait. Est-ce que par la suite, il va devoir réapprendre certaines choses qu'il avait apprises? On ne sait pas. Vous le savez pas? On ne sait pas. Mais vous êtes encouragé. Mais c'est juste ça le problème. On va y apprendre. C'est ça, parce que quand même, il y avait 2 ans et quelques et demi, donc je veux dire... Il était déjà bilingue, parlant anglais, français. OK. Français, OK, wow. On va voir. Mais là, le 1er avril, le 30 avril, il prend un avion privé médical. Il va arriver avec une équipe de neurologie très, très avancée, une clinique de Washington, D.C.,
qui font vraiment du James Bond en médecine et ils ont une clinique privée à Monterrey, qui est une ville mexicaine, la ville la plus riche du Mexique, qui est une ville médicale. Vraiment, là, c'est les plus grandes médecines du monde, les cliniques sont là. Donc, ils s'en vont dans une machine très, très, très avancée. Ça ressemble à un medbed, une affaire de fou. Et il va être soumis à toutes sortes de fréquences qui affectent la reconnexion des nerfs et qu'ils ont prouvé eux aussi, autant, il y a 2 sciences en médecine qui ont prouvé hors de tout doute avec des imageries du cerveau, comme qu'on peut reconnecter des zones endommagées du cerveau. C'est la médecine hyperbare qui existe depuis une centaine d'années. Eux, le médecin, il y en a plein l'hôpital, plein son département de médecine, des images du cerveau avant un traumatisme, endommagé pendant puis après avec des réparations de cerveau partielles ou totales. Et eux aussi, la même chose. Puis ils traitent des sportifs, des gens de Formule 1 qui ont des accidents, etc., dans cette clinique-là au Mexique. Donc, les 2 technologies conjointement, puis la beauté, c'est que les 2 sont complémentaires. Donc, si j'en fais une, je peux faire l'autre sans nuire, parce que c'était une autre de nos sources de consternation importantes. Puis, mais tout ça, on peut le faire au Québec, Samuel. Tout ça, on pourrait le faire. Aucune raison qu'on ne le fasse pas. Aucune raison. Mais des gens comme toi à la tête du pays, là, faire un crise de ménage, mais des gens compétents comme toi là, qui est capable de voir là, combien ça coûte 55 000, 50 000 par jour dans une unité de soins intensifs pour enfants à Sainte-Justine ou aux Children. Imaginez-vous si on avait mis ça en place, on aurait sauvé combien pour mon enfant? Il aurait pu être sorti 2 semaines après, 3 semaines. C'est le temps, tous les dommages liés à la surmédication aussi. On aurait sauvé une somme astronomique. Est-ce que toi et ta femme, est-ce que vous êtes fiers de vous? Je pense un petit peu. Je pense nous sommes allés contre vents et marées pour établir un précédent qui, j'espère, du fond du cœur, va aider à mettre en place des changements au Québec puis au Canada. Parce que trop de gens au pays sont vus comme un budget, comme une source de dépenses. La vie humaine vaut combien? Combien ça vaut la vie humaine? Ceux qui se disent à la maison, ah, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Combien vaut votre vie? Combien vaut la vie de votre femme, de vos enfants, de votre mère, de votre père? Il n'y a pas de prix à ça. Moi, je m'en fous de travailler 1000 heures par mois après pour avoir sauvé la vie de mon enfant. Je m'en fous. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, toi et ta famille, là? On souhaite uniquement que toute la famille soit en santé, puis on souhaite un miracle, qu'Arthur soit parfait pour que je l'amène à ton cabinet comptable, qu'il vienne dessiner sur ton bureau, puis qu'il soit en pleine forme. Mais on souhaite à tous les Québécois vraiment un ménage dans la santé au Québec, parce que je pense qu'on a tout pour réussir. Il y a tellement de blocages au Québec dans le domaine de la santé. Nicolas, félicitations à toi et ta femme. Je vous souhaite énormément de bonheur et de santé à toi et ta famille. Moi, je suis fier de vous et je suis content qu'on puisse présenter ton histoire. Merci, Nicolas. Merci infiniment du fond du cœur, non toute ma famille. Merci. Plongez dans l'univers fascinant des plantes médicinales avec le podcast L'Apothicaire. Chaque épisode vous guide à travers les secrets des plantes médicinales afin que vous puissiez intégrer ces trésors de la nature dans votre quotidien. Que vous soyez débutant ou connaisseur, L'Apothicaire vous propose un voyage sensoriel et scientifique au cœur des plantes médicinales bienfaisantes.